Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Désolé pour le retard, j'attendais Maximus, hop, qui vient d'arriver à l'instant. On n'a même pas eu le temps de se dire bonjour. Salut, tu vas bien? Allô, Ouais, salut, salutations, désolé, j'ai eu un petit contretemps. ça arrive, c'est pas grave. Hein? Euh, Tu m'entends bien? Oui, et toi, tu m'entends bien? Ouais, ça entend bien. Parfait. Ok. Juste avant qu'on démarre ce conseil de lecture, je vais vous raconter un petit peu justement la rencontre avec Maximus. Alors, tout au début, quand je suis arrivé, je l'ai vu au loin. Le premier truc qu'on voit, déjà, d'entrée, c'est le regard. Il a un regard, vraiment, hein, il y a un côté Mike Tyson dans le regard. Je suis arrivé, je me suis dit: «C'est qui ce type? Qu'est-ce que j'ai fait?» Et là, je me suis rappelé que c'était mon pote, donc du coup, on s'est serré la patte et bon, aujourd'hui, je porte une attelle, hein. Il m'a pété 2 doigts. Après, il m'a mis une petite tape sur l'épaule, il m'a fait: «Ça va, Lou?» Je lui fais: «Bah, ouais, ça va». Je fais: «Bon, ça ira mieux quand même, une fois que je me serai fait reboîter l'épaule». Donc après, on est monté, chez son pote, on a bu un café et quand les pompiers sont repartis, c'est à ce moment-là que je lui ai proposé, je lui ai dit: «Tiens, pour immortaliser notre rencontre, on ferait bien de faire un direct» et je lui dis: «Par contre, tu ne touches plus» parce qu'après je rentre en voiture, faut encore que je puisse conduire quand même. Donc parce qu'il faut voir le bonhomme, hein. C'est, comment dire? Heu, c'est un dos argenté, quoi. Tu sens la puissance de tu vois? Tu sens que bon, le mec il t'envoie une taloche dans le museau, ça part de l'épaule sans plier le coude, c'est, anesthésie générale. Rendez-vous chez le dentiste en bonus. Quiconque s'est déjà pris un parpaing dans la mâchoire voit à peu près de quoi je veux parler. Non, mais je déconne bien sûr, non, c'était, il y en a qui disent sérieux dans le chat. Je lui fais: «Non, non, non, je déconne bien sûr, tout s'est bien passé». Bah, vous connaissez Maximus, voilà, il est exactement comme vous le connaissez dans les directs et c'était une excellente rencontre. Ça va Maximus? Oui, allô, tu m'entends? Ouais, on t'entend bien. Tu m'entends? D'accord, ok. Bah, salutations aux amis du chat, tu m'entends? Ouais, j'ai D'accord, l'impression que bah, tu d'accord. alors j'ai Ouais. l'impression que tu ne m'entends pas. Non, je t'entends bien en même temps, je suis en simultané, c'est pour ça. D'accord. C'est-à-dire tu as un retour, c'est ça? Alors je t'entends plus Maximus. Tu es en simultané, sur un autre direct ou? Alors je sais pas si vous entendez Maximus, moi je l'entends plus en tout cas.
Alors, dites-moi dans le chat si vous entendez Maximus. Moi, on m'entend. Maximus, si tu m'entends, faut que tu... À mon avis, il faut que tu déconnectes, reconnectes, parce que là, on t'entend plus. Ah, ouais, bah voilà, il a déconnecté. Bah ouais, c'était une bonne rencontre, c'était bien sympa. Un point vite fait, en attendant qu'il revienne, le direct avec Marilyn, j'ai toujours pas réussi à le mettre sur comment ça s'appelle? Sur Odyssée, mais heureusement quelqu'un d'autre l'a mis. Alors attendez, je vais vous mettre le lien maintenant. Hop, je copie le lien, je vous le mets dans le chat. Je vais le mettre, je vais le mettre sur la chaîne Odyssée. C'est juste que c'est toujours pareil, quoi. Le truc est tellement lourd. Je l'ai compressé, mais la qualité était devenue vraiment mauvaise, donc il faut que je le recompresse. Et puis avec le réseau que j'ai pour upload une vidéo de 2-3 gigas comme ça me met des heures et des heures. Donc j'ai pas, faut que je gère au niveau de la batterie. Hop, voilà, le direct avec Marilyn, donc qui dure 4 heures. Voilà, le lien est ici. Vous pouvez le trouver sur cette chaîne, la chaîne de Thémis, donc qui repasse souvent les directs. Et euh, Odyssée ferait qu'on m'explique pourquoi ça coûte des hybrides pour publier. Ah, je sais pas. Je sais pas, je suis pas au courant de ce truc-là. Euh, oui, pour l'entretien avec Youssef Indy, c'est validé. Ce sera jeudi soir, donc pendant la chronique de Monsieur K, jeudi soir de 20h à 21h, il y aura Youssef Indy avec nous qui viendra présenter son livre, donc l'autre Zemmour, son livre L'autre Zemmour. Alors je sais pas ce qui se passe avec Maximus. Il doit être en train d'essayer de se remettre de sa rencontre avec moi hier. Voilà pour ça. Donc, sinon, là, après, à partir de jeudi, il y a 3 directs sur 3 jours qui vont s'enchaîner. Donc, jeudi soir, c'est le direct avec Youssef Indy et Monsieur K. Vendredi soir, on retrouvera Marilyn. J'ai pas encore trouvé de nom pour les émissions de Marilyn. Je vais essayer de décider ça avec elle. Et samedi soir, ce sera le journal où je vais essayer certainement d'inviter Jim ou comment il s'appelle, Jonathan d'Exoportail, ou peut-être même les deux en même temps, on verra, hein, je vais voir s'ils sont disponibles. Je les inviterai pour samedi soir, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je les ai pas invités. Donc je sais pas ce qui se passe avec Maximus. Voilà, il est de retour. Bon, tu m'entends? Oui, je t'entends. Et toi, tu m'entends? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien, c'est juste que je suis à l'extérieur de chez moi, c'est tout. C'est rien. Ça se passera en extérieur. Non, rien, Ok, rien de... ok, ça marche. Bon, alors aujourd'hui, tu as choisi comme conseil de lecture le communisme de marché de Flora Moncorbier. Et Ah, voilà, pourquoi déjà pourquoi est-ce que tu as alors, dans un choisi ça? premier temps, je vais déjà saluer, parce que mon arrivée, elle n'est pas tout à fait conforme à d'habitude. Donc, salutations aux amis du chat. Je pense que tu as parlé de notre rencontre, j'imagine, parce que j'ai pas tout suivi. Ouais, Et ouais, puis, ouais. on va remercier aussi spéciale dédicace à G. Martin, qui est celui par qui la rencontre a pu se faire. J'ai Martin, ouais, Gamelir aussi, il s'appelle sur Discord. Ouais. Oui, 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 tout à fait. Donc, on le salue et on le remercie aussi pour ce qu'il a fait pour nous. Hmm. Et on le verra probablement prochainement. Enfin, moi, en tout cas, je le reverrai probablement sur une prochaine manif, quoi. Ouais, j'ai envoyé un mail hier soir, je dis que
j'allais aussi monter en manifestation bientôt, là, je ne dirais qu'après, mais pour aller à sa rencontre et le remercier. En fait, ce qu'il a fait, il a remis un. Ça a été malin, hein, sa démarche a été assez maligne. Il a remis un sac à Maximus et il a demandé à Maximus de me remettre ce sac. Et en gros, il a dit comme ça vous fera une occasion de se rencontrer. Et puis comme le sac prenait de la place dans le coffre de Maximus, bah Maximus m'a dit, il faudrait que tu viennes quand même le récupérer rapidement. Et donc, bah, je le Bon, enfin, remercie déjà pour. ceci dit, t'as vu, je t'ai laissé un délai quand même large pour le Ouais, récupérer. mais C'est bon, toi quand c'est vrai que ça faisait une occasion de se rencontrer rapidement et ça faisait un prétexte de se rencontrer. Donc moi, je me suis dit, je vais pas te laisser 15 ans avec le sac dans la voiture. Hier, j'avais pas de direct, donc j'en ai profité pour venir te voir directement. Et c'est vrai que bon, c'était, bah voilà, le contenu du sac, ça après, ça me regarde, hein, c'est quelque chose qu'il voulait me remettre. Et je le remercie énormément pour le contenu de ce sac. Mais c'est vrai que c'était malin comme démarche et c'était bien trouvé. Et il faudra que j'aille le remercier vraiment sur le terrain. exactement. Donc, très bien. Donc, on t'a parlé de notre petit live improvisé ou pas? Ouais, j'ai un petit peu ironisé sur notre rencontre au départ. Je te laisserai réécouter, je te laisserai réécouter la rediffusion. Mais ouais, ouais, j'en ai parlé, ouais. Bah après, ouais, vous l'avez vu, la suite, on s'est vu près d'un lac et puis voilà, on a fait ce petit direct ensemble. Oui, oui, enfin, je vais quand même dire bonjour à un petit peu les personnes qui sont dans le chat. Donc, Karine BZH, Gilles Texier, bonjour. Salut Olivier Props aussi, qui nous écoute régulièrement, qui nous envoie toujours des bons messages d'encouragement. Salutations à la précieuse vérité, une marche inéluctable, etc. Hmm. Il y a une personne qui me demandait si je connaissais Jean-Philippe Lustig, pas personnellement, mais je sais que c'était un commentateur de sport, donc principalement, il a beaucoup commenté la boxe. Alors, à savoir si j'ai la même voix, ça, c'est à vous de le déterminer. Moi, je ne pense pas personnellement, mais bon. Il y a Et Olivier Props sinon, aussi dans le chat. Salut Olivier. ouais, bon, on salue Olivier qui fait toujours un assez bon travail. Et puis, tu me posais la question pourquoi j'ai choisi le communisme de marché. Je l'ai choisi parce que je trouve que finalement, il y a des lignes de convergence comme ça. Et vous avez vu que ce week-end, j'étais sur le terrain, donc malheureusement, j'ai fait sauter les lives par inadvertance. Et on a rencontré des gens qui étaient de réinfo Covid, effectivement, qui en avaient marre du masque et qui souhaitaient revenir à des choses beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus saines, beaucoup plus normales. Donc c'était vraiment d'ailleurs un moment extraordinaire. Il y avait Alexandra Orion-Code qui était présente d'ailleurs, personne très sympathique. Vraiment un super live quoi, enfin vraiment un super moment surtout dans un premier temps et on voit que j'ai envie de dire qu'au niveau des mentalités, il y a en tout cas d'une minorité. Donc ça bouge. Euh, et puis en discutant avec une infirmière qui défendait en fait le marxisme et le communisme. D'ailleurs, on va la saluer. Victoire, si tu nous écoutes, eh bien, je te dédicace cette émission. Je pense qu'il serait bon que tu l'écoutes pour que tu comprennes où j'essayais de t'amener dans mon raisonnement. Donc, j'ai trouvé que ça tombait très, très bien parce qu'on est non seulement dans un communisme médicocratique, en fait, et derrière, on retrouve en fait tous les codes du communisme, quoi. C'est-à-dire la pravda, les mensonges, la propagande, les commissaires du peuple. On retrouve tout ça avec cette fameuse crise dite ou à visage sanitaire. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que le sous-titre du livre du communisme de marché de Flora Moncorbier, c'est de l'utopie marxisme au mondialisme. Et véritablement, je trouve il y a peut-être des choses dont on pourrait parler et qui démontrent à quel point, en fin de compte, tout était déjà prévu quelque part, même si dans un premier temps, la crise sanitaire s'est profilée plus après, plutôt dans les années 2010, notamment avec la tentative de H1N1, etc., où certains auteurs, notamment Serge Monast, hein, avaient prévenu qu'ils essaieraient de faire ce genre de choses.
Donc, Monas étant une exception parce que il était vraiment très avant-gardiste. Je dirais que la plupart des gens qui nous ont prévenus que ces choses-là étaient en train d'arriver, euh, ont écrit et ont commencé à s'exprimer plutôt dans les années 2000-2010, quoi. Voilà. Le... Exception faite pour ce... Pardon, sur ce micro-coupure, je croyais que tu avais fini ta phrase. Le titre, il est un peu ironique d'ailleurs, communisme de marché, parce que d'habitude, on parle plus de capitalisme de marché. Non, je trouve que le communisme de marché est excellent comme d'abord comme trouvaille, comme formule, parce que bon, alors il n'y a pas longtemps, si tu veux, le communisme, euh, il a fait couler beaucoup d'encre. Et à l'époque, je me rappelle qu'il y avait un fameux livre noir du communisme qui s'était fait sous la direction de Stéphane Courtois. Et Stéphane Courtois avait rassemblé plusieurs auteurs qui, chacun à leur manière, apportaient leur expertise sur cette question du communisme. Et c'était un gros pavé, d'ailleurs je l'ai toujours à la maison, il est là, c'est un bloc, où au bas mot, il titrait 85 millions de morts. Donc 85 millions de morts, c'est colossal et on sait qu'en vérité, c'est un chiffre volontairement sous-évalué parce que le communisme a tué plus que ça. Sachant que le communisme est un mensonge. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière la société capitalisme, qui est soi-disant son frère jumeau inversé, en fait, on s'aperçoit que ils sont pas si inversés que ça, finalement. Et que dans cette thématique du communisme de marché, derrière, on y trouve aussi comment dire, non seulement une volonté enfin, d'autonomie globaliste en fait déjà, mais en plus on voit bien qu'il a été ce communisme le relais de l'économie de marché derrière, et que volontairement on est passé d'une utopie à une autre en fait, et que le capitalisme devait nous amener vers, si tu veux, un avenir radieux plutôt pour l'humanité. On se rappelle des discours des libéraux qui disaient que c'était fantastique parce que le capitalisme allait développer des richesses et que ça allait mieux les répartir et qu'ils étaient pour un partage. Alors on était encore à l'époque sur, si tu veux, des dichotomies droite et gauche, où effectivement celui qui était sur le spectre de gauche aurait pu se considérer comme plutôt communiste, le partage, etc. Et puis on avait les dits libéraux, ceux qui étaient favorables à l'entreprise, l'économie de marché, alors qu'en réalité les deux finalement fonctionnent du moins convergent vers, si tu veux, la même utopie mondialiste. Et on s'aperçoit que le marché, soi-disant, l'économie de marché, en fait, elle a fait exactement ce qu'a fait le communisme. Elle a nivelé tout le monde vers le bas, en fait, et elle a permis à une certaine élite de s'enrichir et de prendre le contrôle de tout ce qu'il était possible de contrôler. Et, et puis après, derrière ça, en fait, bah, on s'est retrouvé avec une uniformisation, une pensée unique, etc. On a retrouvé exactement, si tu veux, les mêmes codes dans l'économie de marché que dans le communisme, avec la même pensée unique, les mêmes pravdas, les mêmes nouvelles, les mêmes commissaires du peuple qui interdisaient effectivement certains débats sur des questions de type politique, par exemple, ne serait-ce que sur l'immigration ou sur même la question du mondialisme. Il n'y avait pas réellement de débat. On l'a vu avec l'instauration euh, comment dire, de Schengen et la mise en place de l'Europe. Il n'y avait pas de débat pour les anti-européens. Enfin, il n'y avait pas de débat. Si, il y avait des anti-européistes qui pouvaient s'exprimer à l'époque, qui étaient opposés à la construction européenne. Mais la vérité dans tout ça, c'est que c'était pas équilibré. On entendait plus les pro-européens que ceux qui, justement, étaient les contempteurs, les contestataires, si tu veux, de la mise en place de cet ensemble européen. Donc on voit bien en fait la supercherie, si tu veux, de cette mise en place de cette économie de marché qui finalement est un communisme de marché. Et aujourd'hui, on s'en rend bien compte que derrière qu'on est passé, si tu veux, de l'homo soviéticus à l'homo democraticus, l'homo economicus. Et aujourd'hui, on est où? On est à l'homo, comment dire, sanitarovirus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Avec le transhumanisme et la génétique, génético-transhumaniste, quoi. Donc on voit bien le chemin qu'il a fallu parcourir
avec évidemment des dogmes, des doctrines, des idéologies pour faire changer, si tu veux, les mentalités, les faire évoluer et les faire admettre la notion de progrès justement à travers l'économie libérale ou l'économie de marché, ce qui est à peu près la même chose finalement, hein, puisque le système, si tu veux, capitaliste, en lui-même est un système. Et en lui-même, il était, enfin, je veux dire, du point de vue des libéraux, il n'était pas critiquable, il était critiquable du point de vue du prisme de la gauche, mais la gauche en elle-même, elle était tout aussi internationaliste. Donc, elle était pour, si tu veux, elle était pour qu'il n'y ait plus de frontières, ce qui arrange totalement le communisme de marché, autrement dit le mondialisme, et elle était pour effectivement le métissage et évidemment tout ce qu'on voit aujourd'hui qu'ils mettent en œuvre avec au niveau de l'immigration, le bradage des nations, la destruction des États, des pays, etc. On voit bien que tout ça finalement est une matrice qui n'a pu se faire que parce qu'au départ il fallait créer deux faux antagonismes qui finalement sont la même chose. Voilà, c'est tout ce que je pense que là, au niveau de l'introduction, j'essaie d'être le plus comment dire, précis possible, mais on voit bien que euh, euh, le comparatif, c'était toujours faire croire que du côté de l'économie de marché, il y avait plus de démocratie, que c'était plus libre, c'était plus ouvert, alors que derrière, en fait, en adhérant, si tu veux, à cette fameuse économie de marché ou communisme de marché, eh bien, derrière, on amenait en fait le mondialisme qui lui-même nous amène dans le contexte qu'on l'on connaît aujourd'hui, quoi. Euh, Est-ce que là aujourd'hui justement par rapport au salaire universel qui arrive, c'est une forme de communisme qui est en train de se mettre en place, une forme quelque part de dictature communiste? Bah, ça y ressemble en tout cas, parce que dans certains pays communistes, il y avait un salaire qui était comment dire, égal pour tous, quelle que soit la fonction que tu occupais. C'est-à-dire le maître d'école, il touchait la même paye que, par exemple, je dis ça comme ça, mais le boucher, parce que tout était entreprise d'État. À partir du moment où tu es dans le cadre d'une entreprise d'État, tu es dans une forme de communisme, puisque c'est l'État qui d'une certaine manière, assure ta rémunération et les allocations, les aides diverses et variées ou le revenu universel, c'est une manière déjà de nous pousser dans une forme de communisme. Absolument. Un communisme sanitaire ou à visage sanitaire. Mais c'est effectivement, le projet final, c'est toujours une forme de communisme où la propriété privée disparaîtra, parce qu'ils en parlent d'ailleurs, et où l'individu ne s'appartient plus. On le voit bien. On voit bien des gens comme Jacques Attali qui parle ouvertement, si tu veux, d'un permis de procréer. D'ailleurs, même Laurent Alexandre aussi dit exactement la même chose. Il dit à partir du moment où tu es en dessous de 150 de QI, tu n'auras pas droit, par exemple, de fonder une famille, des choses comme ça, tu vois. Donc, on voit bien que quelque part, si tu veux, le système communiste, euh, on est en train d'y revenir à grands pas. C'est une réalité. Et là, récemment, on parlait d'Israël un petit peu comme laboratoire du monde, hein, par rapport à toute la réponse apportée à cette pandémie. Est-ce qu'on peut dire que la Chine aussi, c'est un petit peu le laboratoire du monde, mais le laboratoire d'un communisme, ouais, d'une forme de communisme, mais un communisme en même temps intrusif, parce qu'on sait qu'il y a il y a toute cette histoire de note sociale, et que à partir du moment où on est noté socialement, si on a une mauvaise note sociale, on ne peut plus évoluer correctement dans la société. Est-ce qu'on peut dire quelque part, ouais, que la Chine actuellement, c'est le laboratoire du monde par rapport à la nouvelle politique mondialiste qui arrive derrière? Bah, tu poses la question, je pense que tu connais déjà un peu la réponse. La question, elle est clairement, elle est nettement oui. On voit bien que il y a beaucoup de choses qui se passent en Chine et qu'on voudrait exporter vers le bloc euro-atlantique, notamment effectivement ce fameux crédit social, le passeport vert, le pass sanitaire. Toutes ces choses, si tu veux, sont issues des cerveaux des mondialistes qui sont des eugénistes et des malthusianistes en plus, et que c'est un petit peu quelque part ce que fait la Chine. La Chine contrôle les naissances. La Chine, si tu veux, au niveau du contrôle social de l'individu, est très avancée, notamment sur la surveillance.
sur le fichage, sur le traçage, sur le contrôle de la population. Et on voit bien qu'il y a il y a une tentation totalitaire d'imposer ce modèle de société à, bien sûr, à des populations qui ont l'habitude de vivre justement beaucoup plus librement que les Chinois. À la différence que les Chinois ont plutôt un cerveau collectif, donc c'est beaucoup plus facile de leur imposer des mesures liberticides dans lesquelles ils vont se soumettre hein, parce qu'ils ont naturellement ça en eux. Alors que pour des Européens ou des Européanisés ou autres, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc il faut en réalité une très très forte propagande, un très très haut niveau de lavage de cerveau, et il faut surtout par des moyens et des canaux qui sont liés à l'alimentation, le style de vie, ou même par les ondes hein, qui sont comment dire, diffusées dans l'atmosphère à travers, par exemple, les appareils Wi-Fi ou autres, commencer à rendre les caractères plus émollients, plus souples, tu vois ce que je veux dire? Donc, pour qu'effectivement, cet esprit collectif de soumission plus se créer, c'est-à-dire se créer dans la société, hein, c'est une égrégore de soumission où les gens admettent, se soumettent, se résignent, et puis finalement disent bah c'est comme ça, et on peut pas faire autrement. Et c'est un petit peu ce qu'on entend quelque part dans la société où les gens qui portent le masque sont totalement résignés. Aujourd'hui encore, j'ai parlé avec des personnes, je leur disais bientôt vaccinés, il y a des gens qui me disaient c'est déjà fait, et c'était des personnes âgées. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est des gens qui, à un moment donné, ils savent que le vaccin est expérimental. D'ailleurs, c'est ce que disent les assureurs. Merci à Grain de Sable de nous avoir aiguillés là-dessus. Les assureurs, effectivement, si vous souhaitez vous faire assurer pour un risque vaccinal qui est lié de manière plus ou moins directe au Covid-19, les assureurs vous disent ouvertement qu'ils ne prennent pas ce risque, car en réalité, c'est un risque qui les engage beaucoup trop loin juridiquement parce que le vaccin est expérimental. C'est le terme enfin, selon le poste de Grain de Sable qu'ils ont utilisé. Donc, ce qui ne me surprend en aucun cas. Donc, on voit bien que derrière la volonté, encore une fois, soi-disant, à tous ces jours pareil, hein, c'est pour le bien du peuple et c'est très exactement ce que disaient les communistes. Les communistes, vous savez, enfin, à l'époque, quand on parlait avec des militants communistes, ils disaient mais Staline, c'est pas le vrai communisme. Trotsky, c'est pas le vrai communisme. Les purges de Mao, c'est pas le vrai communisme. Il disait toujours des choses comme ça. Et il disait que le vrai communisme, en fait, c'était le partage, c'était que tout le monde ait droit à la même part, etc., etc. C'était le même mensonge. Mais la vérité, c'est que le communisme est élitiste. Le communisme en lui-même porte les germes du corps mystique de l'Antéchrist, pour reprendre ce que disait Bergeron. C'est une réalité. C'est-à-dire que dans le corps mystique de l'Antéchrist, il y a le communisme, il y a la franc-maçonnerie, il y a l'illuminisme, et évidemment, il y a la Kabbale. Vous avez tout ça dans le corps mystique de l'Antéchrist. Parce que plus anti-chrétien qu'un communiste, ça n'existe pas en vérité. Voilà. Donc les communistes, ça les dérange pas que les églises brûlent, ouais, tu vois. Mais c'est exactement le même état d'esprit que les mondialistes, en fait. On retrouve exactement la même chose. Rappelez-vous quand Notre-Dame a brûlé, vous avez vu euh, Monsieur Édouard Philippe et Emmanuel Macron qui avaient des petits rictus et des petits sourires, alors que la situation ne se prêtait pas à ce genre d'attitude. Surtout quand on a des caméras sur soi. Donc on peut se demander pourquoi ils avaient ce petit rictus et ce petit sourire, goguenard. On peut se poser la question. Donc donc on voit bien que derrière le mondialisme ou le nouvel ordre mondial, le globalisme, ben, on va retrouver des choses qui sont franchement, factuellement, particulièrement identiques au communisme. Et pour pouvoir faire adhérer euh, les individus à quelque chose de séduisant, il fallait promouvoir l'économie de marché. Cette économie de marché qui, soi-disant, apportait des emplois, permettait à chacun de se réaliser, de se développer, mais finalement, la finalité de tout ça, c'est qu'en réalité, l'objectif aujourd'hui, c'est de tout reprendre. Vous voyez, c'est de tout récupérer. On est complètement dedans, c'est-à-dire que
Je parle souvent des intrigues des guerres mondiales parce que en tout cas la Seconde Guerre mondiale, l'état d'esprit se prêtait à la paix. Il fallait effectivement reconstruire tout ce qui avait été détruit. Et on ne pouvait plus maintenir des systèmes totalitaires comme le nazisme, enfin, ou même des systèmes autoritaires comme le fascisme ou le communisme. Donc il fallait créer en fait une forme de gentille. C'est un petit peu comme dans les films, hein. Tout ça est scénarisé, hein. C'est-à-dire il y a le méchant qui est clairement identifié, et puis il y a le gentil qui lui aussi finalement est clairement visible dès le début du film. Ben, le film qu'on nous a vendu à l'après-guerre, c'est la démocratie pour que les peuples soient libres, indépendants et que chaque individu puisse se réaliser selon ses souhaits. C'est ce qu'on nous a vendu, mais en réalité, le vrai visage du totalitarisme se cachait derrière la démocratie. Alors ouais, quand je te posais la question, ouais, évidemment que j'avais déjà ma réponse, moi, mais c'est la tienne que je voulais entendre. Hier, on en a parlé, tu nous as fait remarquer ouais, bah, que les tests PCR à la base, c'était fait pour les animaux. Et là, je vais vous montrer un truc qui va exactement dans ce sens-là aussi. C'est en train d'arriver sur la table. Voilà, les dentistes et vétérinaires veulent aider à accélérer la vaccination. À la base, je crois pas que c'est eux qui se soient proposés pour la vaccination, mais c'est le député LREM Ludovic Dombreval qui rappelle que plus de 4500 vétérinaires, lui, il dit qu'ils se sont portés volontaires pour faire partie de la réserve sanitaire à l'arrivée du coronavirus. Et donc, lui, bah, maintenant, il aimerait bien les utiliser pour faire les vaccinations. Donc, quitte à être traités comme des animaux, autant aller se faire directement vacciner par le vétérinaire. C'est ce qui risque d'arriver demain. Dans le communisme, évidemment, on peut pas passer à côté de la parenthèse de l'Union soviétique. Et comment dire, ils se sont. Tu disais tout à l'heure que la plupart de ceux qui se revendiquent du communisme authentique disent que à chaque fois, non, la Chine c'est pas le vrai communisme, non, la Corée du Nord c'est pas le vrai communisme. Mais est-ce qu'on ne s'est pas rapproché justement un petit peu de ce que tu décris avec justement le communisme soviétique? Parce que bah, on voit déjà les désastres que ça a produit par rapport à tous ceux qui s'opposaient à cette forme de communisme. Mais il y a eu vraiment à ce moment-là le pareil pour tout le monde, c'est-à-dire tout le monde a pareil. Et là, on voit justement ces deux castes se dessiner, c'est-à-dire la caste qui distribue le pareil pour tout le monde, mais cette caste qui, elle, en haut, évidemment, a beaucoup plus que les autres. Donc, est-ce qu'on s'est pas rapproché pendant la parenthèse communiste de ce qui nous attend quelque part bientôt, pendant la parenthèse soviétique, pardon, de ce qui nous attend bientôt quelque part là, bientôt. Bah, quelque part, oui, parce que tu retrouves toujours, tu sais, les apparatchiks communistes qui évidemment, eux, vivaient dans l'opulence, avaient droit aux limousines, etc., en Union soviétique, justement, et qui mangeaient très bien, qui avaient droit à des bons repas, et puis il y avait le peuple qui, lui, était un peu plus dans la misère. Donc c'est exactement quelque part la même chose. On retrouve des ultra riches, ça a été dénoncé par Bégodeau et par d'autres, et beaucoup de gens justement de l'extrême gauche, notamment même des Mélenchon, etc. Une certaine arrogance d'une caste de gens immensément riches qui a droit à des avantages démesurés par rapport à ce qu'ils sont, et puis tout le reste, une population qui se paupérise de plus en plus et qui sera de moins en moins en position, si tu veux, de revendiquer une quelconque liberté parce qu'on va la mettre dans la dépendance. Et tout ça est volontaire, tout ça est fait exprès. Et on voit bien qu'il y a cette réalité-là, tu vois, qui se dessine derrière. Donc, j'ai envie de te dire oui, la réponse, tu viens de la donner quelque part. Donc, c'est totalement. Mais le mondialisme, c'est un système communiste, de toutes les façons. Le communisme, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire à la base, tu vois. Et là, on le voit déjà, de toute façon, ces différentes castes se dessiner, hein. Pour nous, il faut vite rentrer à la maison à 18h parce qu'il y a le couvre-feu.
Par contre, les journalistes, les médecins qui nous imposent ça, eux, au restaurant, ils sont encore à minuit en train de bouffer entre eux. Les médecins qui sont sur les plateaux de télé de BFM TV à nous raconter du matin au soir que là, c'est une terrible pandémie, que, il faut surtout faire très attention aux gestes barrières parce que, bon, les super gestes barrières qui ont arrêté la grippe, mais qui n'ont pas arrêté le covid, ça, on pourrait en parler pendant des heures tellement que c'est aberrant. Et eux, non. Donc ils nous imposent tout ça. Donc cette petite caste, comment dire, D'apparatchik, hein, tu peux dire, ouais, tu peux dire d'apparatchik. ouais, ouais, d'apparatchik, moralisatrice, qui va nous faire la morale du matin au soir. Et puis le soir, boum, eux ils se barrent au restaurant à minuit, ils sont en train de bouffer entre eux, sans geste barrière et tout, alors que c'est eux qui nous imposent ça. Donc on est déjà dans cette forme quelque part de différentes cases. Barbier inclus, ouais, nous dit César Jules dans le chat. Bah, Donc on se retrouve effectivement, on se vas-y, je t'en retrouve prie. dans le cadre d'une classe ouvrière maintenant qui est surexploitée, c'est-à-dire avec des petits métiers mal payés, ubérisés, si tu veux, où finalement les gens, bah, ils serrent les fesses parce qu'on les met en télétravail et on les met en chômage partiel. Donc il y a effectivement maintenant, on retrouve le même phénomène que sous le communisme, quoi, où on va utiliser uniquement ce dont on a besoin. C'est typiquement le même système. Effectivement, c'est ce que fait aujourd'hui le système mondialiste qui te dit, bah, moi, j'ai pas besoin de toi, donc j'ai pas besoin de toi par exemple, entre 8 heures et 16 heures, bah, je te mets en repos. Par contre, si j'ai besoin de toi le lendemain entre 7 heures et 11 heures et que tu es en repos, justement, bah, tu vas travailler. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on est typiquement dans la surexploitation, de la même manière qu'on le faisait en Sibérie ou dans les goulags, mais sauf que en fin de compte, c'est pas un travail de force, c'est juste simplement que comment dire, t'es en mise en disponibilité. Et c'est particulièrement difficile de refuser en plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais quelque part, c'est une forme de bagne, mais qui ne dit pas vraiment son nom, tu vois. Et on voit bien qu'effectivement, c'est toujours pour le confort des mêmes. Parce que justement, les, euh, parlons des indépendants un petit peu, des petits restaurateurs, des brasses, enfin oui, comment dire, des brasseries, des cinémas, des gens qui travaillent dans l'événementiel et qui ne travaillent plus aujourd'hui. Ces gens-là sont en train de disparaître. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout ça va être ubérisé. Et en fait, si on regarde bien, ça a même déjà commencé. Sauf que le divertissement en lui-même, à sa façon, il est ubérisé puisque vous avez à l'intérieur même des émissions de divertissement, des films, des séries, vous avez du placement de produits. Ça veut dire que vous avez des enseignes qui déjà, en fait, font de la visibilité à travers des émissions de divertissement. Donc, elles peuvent se permettre d'avoir leur mot à dire sur ces contenus, justement. Quand vous avez, par exemple, dans Le Transporteur, je prends au hasard, hein, comme ça, un film, Le Transporteur avec Jason Statham, vous avez des Mercedes. Ben, c'est du placement de produit. Ça veut dire que si Mercedes estime que telle scène ne met pas en valeur son produit ou dérange sa clientèle, elle peut dire, je voudrais qu'on réécrive le scénario, le script, ou je ne veux pas de tel acteur parce qu'il nuit à l'image de la marque. Ouais, tu vois, et on retrouve finalement quelque part, déjà dès le départ, et ça a été pareil aussi d'ailleurs avec la guerre du Kosovo et des Balkans, où on a fracassé les Balkans, on a utilisé les services de l'OTAN. Je rappelle que l'OTAN, c'est l'armée internationale, pour complètement démonétiser la Serbie et la criminaliser à travers justement les prétendus crimes de Milosevic, alors que derrière, on avait une Albanie qui était soutenue par la Turquie, qui est justement membre de l'OTAN, etc. Donc on était déjà dans un jeu mondialiste, évidemment, dès le départ. Mais on vous explique que les guerres, elles sont faites au nom des droits de l'homme, justement, et pour assurer plus de démocratie, mettre en place évidemment enfin, un démocrate, bah, qui sera forcément à la botte des mondialistes, parce que Milosevic,
En ce qui concerne le Kosovo, justement, Slobodan Milosevic n'était pas spécialement sur la ligne mondialiste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fallait démembrer la Serbie et notamment donner une autonomie au Kosovo. Donc l'objectif, c'est toujours le même, c'est d'imposer à travers des guerres une démocratie avec une économie de marché pour niveler toujours le cerveau des populations pour qu'elles oublient leurs traditions, pour qu'elles oublient leurs coutumes, leur culture, pour qu'on soit, si tu veux, dans une sorte de destruction des valeurs, parce que c'est ce qu'amène justement le marché. Le marché, il ne transporte pas des valeurs, il ne fait pas la promotion des 10 commandements, par exemple. Tu respecteras ton père et ta mère, etc. Il oublie tout ça. Donc en réalité, le marché a tout intérêt justement à ce que les gens soient ni musulmans, ni chrétiens, ni croyants, ni attachés à quelque valeur que ce soit, pour que plus on divise, plus le marché se renforce. Et plus le marché se renforce, plus effectivement on fragmente les individus, on les atomise, donc automatiquement on les éclate. Hein, c'est pour ça qu'on a attaqué la famille. Eh bien, plus les gens sont isolés et plus c'est facile d'en faire ce qu'on veut. Et on le voit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans quoi? On est dans une forme de communisme à visage sanitaire. Mais c'est toujours une projection communiste en réalité derrière, ou dans lequel va se cacher évidemment le vrai projet qui est le nouvel ordre mondial ou le mondialisme, quoi. La distanciation sociale, l'uniformisation, comment dire? Si arrive cette histoire de salaire universel, bah, ce sera une uniformisation des salaires puisque ça va être la même chose pour tout le monde et ceux qui auront la chance de pouvoir travailler à côté, eh bien, pourront, comment dire? Bah, gagner un peu plus d'argent. Mais derrière, c'est, surtout aujourd'hui, c'est les médias. Les médias qui font un travail de propagande. Je veux dire, il y a plus d'information dans ce qu'ils nous donnent. Il y a que du formatage à ce nouveau communisme qui doit devenir une forme de communisme mondial et donc cette uniformisation qui va passer d'abord, ben, par l'Europe, les États-Unis, tout ça doit s'aligner quelque part sur ce qu'est devenu la Chine actuellement. Ben, mais c'est exactement ça. Donc, tu parlais effectivement des messages, mais c'est la Pravda. Vous avez vu qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le communisme qui se dit athée, en fait, il fonctionne de la même manière que les religions, même pire encore. C'est-à-dire que vous avez un évangile aujourd'hui, c'est l'évangile selon Saint Covid, et vous ne pouvez pas contester le port du masque. Enfin, je ne sais pas si vous suivez un petit peu les interventions de Philippot sur CNews, mais c'est vraiment intéressant parce qu'à chaque fois, on lui dit, mais monsieur Philippot, vous n'êtes pas contre le port du masque. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est comme la croix qu'on porte autour du cou ou la kippa ou j'en sais rien, le Coran. Donc on n'a pas le droit de contester. Le port du masque, c'est interdit, c'est un blasphème. Donc on reprend les codes de la religion et on dit, ah oui, mais il y a un virus, etc., etc., et il faut avoir la foi, c'est-à-dire il faut avoir des réflexes de croyants. On est véritablement chez les Torquemada et l'Inquisition. C'est-à-dire, on ne peut pas contester le dogme. C'est interdit. C'est interdit la contestation du dogme. Et par exemple, vous avez vu que même Philippot, quand il propose l'alternative entre les confinements, le couvre-feu, la vaccination par long traitement, eh bien ça, ils ne veulent pas en entendre parler. C'est exactement comme une secte, hein. C'est comme une secte, c'est du fanatisme. On est dans du fanatisme à caractère religieux, et c'est ça qui est intéressant, euh, si tu veux, là où c'est intéressant de faire le parallèle avec le communisme, c'est ça. C'est-à-dire que le dissident communiste, quand il se faisait dénoncer, et d'ailleurs, vous avez vu que dans le communisme, il y a l'instauration de la dénonciation, hein, et vous aviez des enfants qui dénonçaient leurs parents, et ben on se retrouve avec les mêmes phénomènes. Vous avez des gens qui téléphonent pour dénoncer le voisin parce que il n'a pas respecté le couvre-feu, parce qu'il n'a pas respecté le confinement ou qu'il porte pas le masque. Vous avez exactement les mêmes comportements. C'est véritablement la même chose. C'est un copier-coller. Ben, j'étais Vous avez les. ravi, pardon, vas-y, je te laisse finir. Non, non, je t'en prie, vas-y, vas-y.
Bah, j'étais ravi hier en arrivant dans le quartier là où on s'était donné rendez-vous de voir tous ces jeunes en bas là avec qui je discutais quand tu es arrivé, qui étaient sans masque. Voilà, ils étaient sans masque, ils étaient tranquillement, ils discutaient comme si de rien n'était. Et ça fait plaisir de voir ça. Encore une certaine forme de résistance. Mais ils ont de l'intuition. Dans les quartiers, il y a de l'intuition et ils savent très bien que beaucoup de choses sont de la manipulation. Il y a Louis-Marie qui dit Mélenchon appelle de ses voeux le revenu universel pour tous. Mais oui, mais Mélenchon, il s'en cache pas. Il se revendique lui-même maoïste. Donc Mélenchon, c'est un communiste en puissance. Mais comme je disais tout à l'heure, ouais, ça c'est pas le bon communisme, ça c'est pas le bon communisme. Qu'est-ce que le bon communisme? Si c'est ce qui se passe actuellement en Chine, bah, ce qui nous est réservé demain, c'est pas très bon. Et il y a Justin Palmier qui dit aussi: «Le fait religieux n'a rien à voir dans cette manipulation communiste». Bah, c'est ce qu'ils veulent. L'uniformisation des choses, c'est, déjà de mettre à bas les religions, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit, christianisme, ou islam. C'est de mettre à bas ces religions comme étant, quelque chose d'archaïque, de dépassé, véhiculant des valeurs qui les dérangent, hein, pour ceux qui pratiquent bien leur religion et qui ont bien intégré les bonnes valeurs de leur religion, c'est de mettre à bas des valeurs qui les dérangent. Donc ça a peut-être rien à voir, mais en Non, tout mais je n'ai cas, pas dit que ça avait à voir, j'ai dit qu'ils reprenaient les mêmes codes et qu'ils avaient les mêmes comportements aussi fanatiques. Ce qui... Regardez, quand on dit, on parle de communisme là, vous trouvez pas que ça ressemble à covidisme? Communisme et covidisme, vous trouvez pas que ça se ressemble un petit peu? ouais, c'est ça, on peut Balou, dire qu'on est dans le covidisme actuellement. bah oui, on est dans le covidisme. Et covidisme et communisme, je suis désolé, sur le plan euphonique, ça se ressemble. Regardez, en dehors du goulag, on pouvait glorifier, si vous voulez, l'ouvrier aux communistes, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les soignants? Ils les ont pas glorifiés de la même manière qu'en dehors du goulag, on les glorifiait. Mais c'est exactement le même processus, parce que le communisme, lui, voulait créer un homme nouveau, et résultat, avec le globalisme, si on, ou le communisme, on peut appeler communisme de marché, ou mondialisme, en réalité, le projet, c'est le même, c'est de créer un homme nouveau. Quand ils font leur quête d'immortalité, quand vous entendez, quand vous prenez les déclarations de Ray Kurzweil ou de Laurent Alexandre ou d'autres transhumanistes, en vérité, quand ils vous disent que l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né, c'est déjà l'homme nouveau. La combinaison de l'homme avec la machine où on lui met des puces implantées, c'est le projet communiste de l'homme nouveau. On retrouve très exactement la même chose. Le covidisme et le communisme, c'est la même chose. Ouais, et là, tu confirmes ce que dit Loup Noir 11. Dans le communisme, il y a une forte dimension eschatologique, c'est clair. C'est clair, puisque arriver au transhumanisme, ça, quand on reprend l'eschatologie, bah, toutes les eschatologies, même quelque part, on voit qu'on y arrive. Et nous sommes dans le communisme. Ouais, c'est ça, Ou exactement. le covido-communisme, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est exactement la même chose. C'est vraiment, on retrouve la mainmise du système sur l'homme, de toutes les façons. C'est tout aussi totalitaire, quelque part. Donc, il y a aucune différence avec des goulags. D'ailleurs, vous avez des goulags mentaux où on dit il y a les anti-masques, il y a les pro-masques, il y a il y a les anti-vax, les pro-vax, etc. On recrée des espèces de goulags intellectuels où celui qui n'est pas dans le bon camp, il n'aura pas le même temps de parole que celui qui est sur la ligne du parti, si je puis dire, du parti covidiste. Donc là, on voit bien qu'on est mal dans un schéma. Honnêtement, moi, je suis désolé, mais là, c'est assez flagrant quand même. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Ah, et on voit. demain les clients du goulag, c'est nous. Tous ceux justement qui s'opposent à ça, ceux à qui ils ont décidé de coller l'étiquette complotiste, alors qu'on le voit bien, bon, tout ceci, bah, il y a réellement un complot, hein, on peut vraiment parler de complot mondialisme. Bah, demain, le goulag, c'est pour nous, tous ceux qui refusent justement ce nouveau communisme.
Et on retrouve exactement la même sacralisation de la pandémie, avec les mêmes totems, avec les mêmes commissaires du peuple qui anathémisent et qui effectivement mettent au banc. Donc ceux qui veulent pas se faire vacciner, bah, ils seront mis au banc. Vous voyez, aujourd'hui, c'est même pas, il n'y a même pas d'alternative possible à la vaccination. Ils veulent même pas en entendre parler. C'est faites-vous vacciner. Moi, j'ai autour de chez moi un panneau. D'ailleurs, je t'enverrai la photo, Lou, je le prendrai en photo. C'est marqué faites-vous vacciner. C'est à l'impératif. C'est-à-dire que il n'y a même pas à discuter. C'est-à-dire que vous entendez des gens sur les plateaux de télévision, dont une brune que j'ai vue hier, justement, qui parlait, je ne sais même plus avec qui, elle disait non, non, mais on n'a pas le choix aujourd'hui. Les soignants doivent se vacciner. Les soignants, évidemment, ne veulent, enfin, pour beaucoup d'entre eux, ils ne veulent pas se faire vacciner et ils savent très très bien pourquoi d'ailleurs. Et c'est pas que pour le Covid-19 qu'ils ne veulent pas, c'est déjà pour d'autres vaccins antérieurs. Ils savaient déjà quelle était la réalité de la vaccination. Donc, ils se faisaient, pour la plupart, pas vacciner. Donc, et notamment, on savait que plus de 41% des médecins généralistes ne se vaccinaient pas, ni eux, ni leur famille. Je crois que c'est en 2007, hein, c'est les chiffres de 2007, j'ai pas les chiffres d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les médecins qui recommandent une, entre guillemets, vaccination Covid, vont-ils, eux, la faire pour eux et leur famille, cette même vaccination? C'est intéressant de voir comment ceux qui se considèrent comme l'élite, comme dans le Parti communiste, euh, bah, demandent à l'homme du peuple certaines choses qu'ils ne s'appliquent pas à eux-mêmes. C'est c'est exactement comme dans le système communiste. Ce que le système communiste préconise pour l'homme du système communiste, c'est pas applicable pour l'élite, bien entendu. Et là, Marcel qui nous dit le communisme désigne à l'origine une forme théorique de société sans classe et d'organisation sociale sans État démocratique où la propriété privée lucrative. Quelle blague. Bah ouais, c'est ça, bah, c'est ce qu'ils disent, hein, une société sans classe, mais une société de caste quand même. C'est exactement ce vers quoi on se dirige. Absolument, exactement, c'est tout à fait vrai, quoi. Donc, en fait, si vous voulez, l'épisode soviétique, c'était ni plus ni moins, encore une fois, hein, qu'une expérience encore, hein, c'est parce qu'ils ne font que ça, hein, et ils ne font que des expériences à échelle humaine. Ils voient comment les gens réagissent, s'ils s'adaptent, s'ils se soumettent, s'ils s'intègrent bien, si je puis dire. Et puis après, ils font des ajustements. C'est exactement c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils ont toujours fait. Et ils vous promettent à chaque fois, hein, c'est ce que faisait le système communiste. Le système communiste, il disait toujours que il fallait encore plus de communisme pour qu'on arrive enfin à cette espèce de monde parfait, cette espèce d'utopie communiste où ce serait l'égalité entre tous les êtres humains, etc., la société parfaite. Et c'est très exactement ce qu'on vous vend avec le Covidisme. On vous fait croire qu'avec la vaccination, ça, il va y avoir comme un retour à la normale, sauf que quand on entend certains grands prêtres covidistes, eh bien, ils disent non, il faudra continuer les distanciations sociales, il faudra continuer le port du masque, et il faudra évidemment, comment dire, continuer les gestes barrières. Donc on voit bien que, en vérité, c'est un mirage qu'on vend à l'homo, si je puis dire, vaccinatus, hein, si on peut l'appeler comme ça, puisque il est plus economicus maintenant, on disait, les Gilets jaunes dans leur manif, ils disaient travaille, consomme et ferme ta gueule. Bah, aujourd'hui, c'est plutôt euh, comment dire, travaille, consomme et ferme ta gueule. Consommer, tu peux pas, donc c'est travail et ferme ta gueule, puisque tu peux plus aller boire un coup dans une brasserie ou aller au cinéma. Donc tu ne consommes pas, sauf le strict nécessaire pour continuer de maintenir un semblant d'économie de marché. Et puis demain, il y aura plus de travail, donc ça sera juste ferme ta gueule. Ça sera juste ça. Donc, si tu veux, on voit comme dans le système communiste, hein, c'est exactement la même chose. Le système communiste, c'est travaille et ferme ta gueule. Et puis quand on n'a plus besoin de toi, tu es un dissident, bah, on vient te chercher chez toi, comme chantent les Gilets jaunes. Tu vois, mais sauf que c'est la Tchéka qui vient te chercher et qui vient, bah, c'est la police, la Tchéka, hein, c'est la police communiste, soviétique, qui vient te chercher et qui t'embarque parce que tu as mal parlé du parti ou tu as critiqué
le chef ou un dignitaire du parti, on vient te chercher. Et il y a une personne qui disait que visiblement, alors moi j'ai pas cette info, que Martial Lanoir aurait été perquisitionné. Alors si c'est vrai, j'aimerais bien en connaître le motif, parce que aux dernières nouvelles, Martial Lanoir n'est pas un terroriste, ce n'est pas un poseur de bombes, ce n'est pas un assassin, ce n'est pas un braqueur de banque. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi Martial Lanoir a été perquisitionné. C'est très inquiétant. Voilà. Ouais, bah ouais, moi je suis pas au courant de cette information non plus. J'ai vu passer ça dans le chat. Si c'est vrai, oui, c'est vrai que c'est très inquiétant. Euh, Vous savez, moi j'aime bien cogiter justement à la manière dont ils vont nous amener les choses. Et il y a eu des différentes déclarations de l'OMS là, comme quoi ils expliquaient que les confinements, ce n'est pas la solution, ce n'est plus la solution. En tout cas, il ne faut plus passer par les confinements. Et comment rendre la vaccination obligatoire de manière très vislarde sans la rendre obligatoire? C'est cet article-là qui m'a fait penser à ça. Covid-19, malgré la vaccination, un quatrième confinement n'est pas exclu en Israël. Et là, je me dis, si ça se passe comme ça en France, ils peuvent nous amener la vaccination obligatoire d'une manière très vislarde. C'est-à-dire, imaginez qu'en France, ça se passe exactement comme pour Israël. Donc, qu'on nous dise bah, malgré les vaccinations de masse qu'il y a, on va quand même devoir retourner vers un nouveau confinement parce que le virus circule toujours. Donc, ceux qui sont vaccinés ne peuvent plus l'attraper, mais ils pourraient toujours le transmettre. Donc, ils pourraient toujours le transmettre à des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, il faudrait faire un nouveau confinement. Mais évidemment qu'à ce moment-là, les gens qui, eux, se sont fait vacciner vont dire: bah oui, mais nous, on est vaccinés, on peut plus l'attraper, donc je vois pas pourquoi nous, on devrait être en confinement, pourquoi on n'aurait pas le droit de sortir. Et là, je pense que ça peut se passer de cette façon-là. C'est-à-dire, ce pass sanitaire, ça deviendra le sésame de sortie. Et ceux qui ne sont pas vaccinés et qui n'ont pas le pass sanitaire, eux devront être confinés. Résultat, bah, les gens en ayant marre d'être confinés voudront sortir et beaucoup se précipiteront pour aller se faire vacciner à ce moment-là. Je veux dire, imaginez la situation, vous pouvez plus sortir de chez vous parce que vous n'êtes pas vacciné et partout, si vous décidez de sortir et de transgresser le confinement, partout où vous vous pointez, on vous demande le pass sanitaire. C'est-à-dire pour faire vos courses, il y a la police à l'entrée, pass sanitaire, vous avez votre pass sanitaire, c'est bon, vous pouvez rentrer faire vos courses. Vous avez pas de pass sanitaire, c'est même pas vous pouvez pas rentrer. C'est vous n'avez rien à faire là. Vous devez être confiné chez vous parce que vous êtes en danger, vous pouvez attraper le virus, venant même de gens vaccinés. Donc voilà, je pense ils peuvent jouer les choses dans ce sens-là. Ben, on verra bien comment ça se passe, mais on risque de vivre des temps très très difficiles parce que le passeport sanitaire, ça concerne tous les pays et c'est là où on voit que le globalisme est là, bah, puisque maintenant nous sommes dans une post-économie de marché, ils ont besoin d'avancer leur agenda, c'est indéniable. Ils détruisent maintenant certains pans d'une économie qui était tenue par des petits indépendants. Ils veulent plus effectivement des petites entreprises familiales, etc., etc., ou des petits entrepreneurs sur des petits métiers. Ils ont besoin d'avoir un contrôle total, exactement comme le Parti communiste d'ailleurs, qui veut avoir un contrôle total sur la personne dans le système communiste. Eh bien, on retrouve très exactement la même volonté de s'accaparer de manière matérialiste l'être humain. C'est tout, c'est ce que faisait effectivement le système communiste qui s'appropriait l'être humain. Et bien là, on voit un communisme de marché ou un communisme sanitaire ou un visage sanitaire qui ne dit pas son nom et qui maintenant dit, eh ben, c'est moi qui décide de ce que tu auras le droit de faire, quand tu auras le droit de faire et les conditions dans lesquelles tu auras le droit de le faire. Et c'est très exactement ça. Donc on n'est plus du tout dans un système de liberté ou même d'état de droit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, même la notion d'état de droit en elle-même, je suis désolé, mais elle n'existe plus, puisque et de l'état de droit et le communisme, ça fait pas bon marché, ça marche pas ensemble. Donc on voit bien que tout ce qui est privé va le devenir de moins en moins, ça sera de moins en moins privé. D'ailleurs, on peut même dire, pour ma part, que la propriété privée n'existe pas, puisque
dès lors que vous possédez un bien immobilier, à savoir une maison par exemple, vous avez payé ce bien. Donc techniquement parlant, puisque vous avez payé ce bien, c'est que votre rémunération elle-même a déjà été fiscal, enfin, votre travail, votre salaire, lui, il est fiscalisé. Vous payez des impôts dessus. Donc, techniquement parlant, vous allez acquérir un bien avec ce que vous, avec votre salaire net. Vous allez payer avec le net et non plus avec le brut. Et donc, l'État va reponctionner parce que vous achetez une maison avec votre salaire net, ce qui est quand même assez grave. Donc, c'est une manière encore de vous reprendre de l'impôt par le vol. Donc, et puis, à partir du moment où vous avez une maison, eh ben, vous devrez vous acquitter de diverses taxes, diverses charges, d'impôts fonciers, etc. Et il y en a dans tous les sens. Sans compter qu'en plus, vous aurez des obligations de mise aux normes de la maison, de rénovation de la maison, etc. Donc, sur lequel l'État prendra encore des taxes. Et des taxes, et des taxes, et des taxes. Et des impôts. Et si vous ne vous acquittez pas de tout ça, ben, en réalité, le bien ne vous appartient plus parce que on vous envoie un huissier, on va vous envoyer des rappels pour que vous payiez. Puis après, ça sera les huissiers, hein, bien sûr, j'ai inversé. Et puis, à un moment donné, bon, on saisira votre maison si vous ne pouvez plus payer. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il y a des gens qui se font aujourd'hui saisir leur maison parce qu'ils ne peuvent plus s'acquitter des charges, des taxes, etc. Et même des traites. Et des traites de la maison, ils peuvent plus. Donc, en réalité, la propriété privée ne l'est pas tant que ça, en fait. Donc il y a toujours un risque de la perdre au profit, évidemment, de l'État, du système étatique qui, lui, en fait, est sous le contrôle des globalistes, des mondialistes qui veulent ce communisme et qui, à un moment donné, enverront leurs multinationales ou autres, soit racheter ce qui est rachetable. Là, je pense aux patrons de bars et aux petits commerces et à tout ça qui doivent fermer ou qui ne peuvent pas faire leur chiffre d'affaires pour pouvoir se maintenir à flot, eh bien, vous verrez qu'à un moment donné, vous aurez des gens qui viendront au nom des grandes multinationales faire des propositions pour acheter des actifs immobiliers. Et ils diront, voilà, je te propose, je prends un exemple, 150 000 euros. Et vous aurez le patron qui dira, ah non, je ne cède pas à moins de 200 000 ou de 250 000. Et l'autre, il dira, tu veux pas vendre, tant pis pour toi, je reviendrai dans un mois. Dans un mois, l'autre, il sera toujours aussi endetté parce que l'activité ne sera pas repartie. Et il dira, bon, le mois dernier, je t'ai proposé 150 000, maintenant que ton bien vaut encore moins cher et que tu es encore plus endetté, maintenant, ça sera 120 000. Voilà, et et vous verrez, vous aurez de la surenchère comme ça, de ces rapaces de multinationales de l'agroalimentaire et d'autres qui viendront démarcher les patrons de restaurants et enfin tout ce qui est fermé en ce moment et qui ne peut pas réouvrir parce que ça vaudra un euro symbolique et ils le rachèteront symboliquement. Voilà. Et on voit très bien que tout ça, c'est une OPA sur de l'immobilier pour le compte des multinationales qui continuent de faire de l'activité d'ailleurs, et de s'enrichir. Bah, là, c'est ce qui se passe, moi, vous savez, j'avais essayé de mettre en relation les commerçants dans le village d'à côté de chez moi, pour en cas de nouveau confinement, qu'ils se rendent tous à la mairie, faire une petite manifestation pour mettre la pression au maire pour dire, «Nous, c'est bon quoi. On a un petit village, on a besoin de survivre, on reste ouvert». Puis j'avais essayé d'inciter les gens aussi à faire la même démarche partout. Sauf que, bah, nouveau confinement n'est pas arrivé. Mais à la place de ça, on a toujours le couvre-feu qui est en place et tout ce qui est restaurateur, en tout cas tout ce qui est métier de l'alimentation dans le village à côté de chez moi, c'est simple, ils ont quasiment tous mis la clé sous la porte. Alors le petit, patron de la petite sandwicherie dont je le pas le petit patron, le patron pardon, le patron de la petite sandwicherie, dans le village d'à côté dont je vous parle souvent. Lui, en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, au début, bah, comme couvre-feu à 18 heures, lui, bah, il ouvrait juste le midi. Il ouvrait juste le midi et donc il faisait son service du midi, mais il avait énormément de pertes parce que voilà, la viande et tout ça, ça se conserve pas et puis s'il l'a pas écoulé sur 2 jours, après bon, bah, la viande est perdue et donc ça lui coûtait plus cher d'ouvrir et là maintenant il touche une indemnité et donc bah, il a fermé le rideau. Il ouvre même plus le midi. Il ouvre même plus le midi parce que ça le midi à ouvrir que le midi, il va perdre de l'argent et donc maintenant il touche une indemnité journalière mais
c'est une forme de communisme déjà, c'est une forme de salaire universel. Je veux dire, il travaille plus et il touche une forme de salaire de survie. Et aujourd'hui, son salaire ne dépend plus de sa compétence ou de sa, comment dire, de sa manière d'avoir beaucoup de clients ou pas. Aujourd'hui, son salaire ne dépend uniquement plus que de l'État et il a plus besoin de travailler. Donc lui, oui, je pense que je sais pas s'il arrivera à survivre à cette séquence, mais en tout cas, bah, c'est fort possible que le restaurant ferme définitivement et qu'il qu'il ne réouvre pas après tout ça. Donc bah, forcément, il sera racheté et puis à combien, par qui, voilà, ça on verra. Mais ça, c'est en corrélation avec ce que tu dis, Maximus. C'est exactement ce qui est en train de Ah, se passer actuellement. et il sera pris à la gorge et criblé de dettes. Et à un moment donné où un de ces rapaces, ça peut être, je sais pas, ça peut être n'importe quelle enseigne, hein, vous les connaissez, hein, Burger King, ce que vous voulez, hein, Subway, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui est grand enseigne, viennent le démarcher en lui disant, écoute, voilà, on te propose éventuellement d'éponger tes dettes, on te donne un petit plus pour ton actif immobilier, mais tu nous le cèdes à temps. Voilà, ça peut être une. Ou alors, on peut aussi lui proposer de reprendre son enseigne. Il continuera de travailler pour la multinationale en question, sauf qu'il sera gérant. Et là, il percevra un salaire. Donc, ça sera plus son bien, il sera devenu un salarié, tout simplement, hein, de l'enseigne en question qui aura racheté son actif immobilier. Voilà. C'est ça, en fait, qui les attend, les restaurateurs. Eux qui ne soutenaient pas d'ailleurs les Gilets jaunes il y a 2 ans. Aujourd'hui, ils sont tous pris à la gorge. Parce que comment dire, les aides qu'on leur donne aujourd'hui, là, en ce moment, parce que quand je crois que c'était le 1er février, hein, ils voulaient tous réouvrir. Hmm. C'était à quelle date ils devaient réouvrir? C'est pas le 1er février? Je sais plus. Ils s'étaient pas tous mis d'accord Euh, pour réouvrir? C'était alors ça, je crois que c'était en Italie, ce dont tu parles. Mais en France, ils voulaient pas faire. Enfin, il n'y avait pas une date qui avait été Je sais pas, tu sais, les restaurateurs, définie. Oui, les, ouais, les- c'est ça. les restaurateurs, comme tu l'as dit, déjà, bon, ben, ils n'ont pas soutenu les gilets jaunes. Hein. Pour eux, à ce moment-là, les gilets jaunes, bah, c'était une perte de chiffre d'affaires. Partout où les gilets jaunes manifestaient, on voyait les médias venir et interviewer des restaurateurs pour qu'ils puissent râler et dire les gilets jaunes, c'est inacceptable, ils sont en train de causer notre perte et tout. Et aujourd'hui, malheureusement, les restaurateurs, beaucoup sont en train de tomber dans un second panneau, c'est de valider le pass sanitaire. Parce qu'à travers le pass sanitaire, on leur fait la promesse de retrouver une clientèle. Les clients vont pouvoir revenir, mais vous n'accepterez que des clients qui ont le pass sanitaire et qui scanneront le QR code à l'entrée de votre magasin. Donc ils sont en train de valider encore une fois, ils sont encore une fois à nouveau en train de tomber dans un piège malheureusement, Et c'est ça, en fait, et ils c'est s'en rendent pas confirmé compte. par. Oui, confirmé par le chat. C'était le 1er février que les restaurateurs, soi-disant, devaient ouvrir malgré, entre guillemets, les restrictions du gouvernement. Et puis finalement, c'est Bruno Le Maire qui a dit, si vous rouvrez, on vous coupe les aides. Bah, ils sont tous rentrés à la niche, tu vois. Ils sont tous rentrés à la niche. Donc voilà comment ça fonctionne. Et effectivement, et le revenu universel qu'ils vont mettre en place, ça sera exactement, enfin qu'ils veulent mettre en place. J'espère que ça verra pas le jour. Mais bon, il semblerait qu'on en prend salement le chemin. Bah, ils diront, bah, tu veux pas te faire vacciner, on te coupe ton revenu universel. Tu veux pas faire ci, on te coupe ton. Voilà, exactement. Ce sera le même chantage. D'ailleurs, depuis quelque temps, on voit que tout ne marche qu'au chantage. Par décret au chantage, par décret au chantage, par décret au chantage. Je sais pas, d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on appelle ça démocratie encore aujourd'hui, le système dans lequel on est. On est déjà dans le globalisme, on est déjà dans l'état totalitaire communiste post-communiste de marché et communiste à visage sanitaire. On est déjà dedans en vérité. Il y a déjà des petits Staline qui te disent comment demain tu devras fonctionner, ce que tu devras accepter, etc., etc. D'ailleurs, ils le disent déjà même dans les mainstream. Vous devrez vous faire vacciner parce que c'est, comment dire, non seulement parce que c'est vivement recommandé, mais si on veut sortir de la crise, c'est ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. On est dans du dogmatisme le plus absolu, sans aucun recul, sans aucune preuve, parce que les gens disent oui, mais il y a eu quelques effets secondaires de la vaccination. Les gens ont attrapé la grippe et puis finalement ils sont tombés malades. Ben oui, mais les effets secondaires
on peut en avoir pour plusieurs années, hein, des effets secondaires. Hein. C'est pas parce que il y a quelques effets secondaires aujourd'hui, là, où il y a peu, qu'il n'y en aura pas dans 5 ans, dans 3 ans, dans 6 mois, dans 10 ans. Il y a des gens qui développent des scléroses en plaques, des Oui, myofascites à macrophages, etc. C'est des choses qui se déclarent bien après, parfois, les temps de bien sûr. vaccination. Il y a strictement aucun recul sur cette vaccination et des effets secondaires, bah, c'est, les scléroses en plaques comme tu disais, ça peut arriver des années après. Il y a Karine qui nous dit Exactement. il y a Karine qui nous dit: «Moi, ça m'a rassuré hier, j'ai été me balader et voir un peu partout sur les routes dans le Finistère Nord, vente directe de fermes, paysans, vente directe d'oignons, échalotes. C'est bien, les gens comprennent». Bah, voilà, ça, c'est une forme de résistance qu'on peut faire et de solidarité. Oui, il faut aller voir plutôt que d'aller continuer à enrichir comment dire? Les grandes surfaces qui tirent profit de cette crise, hein, parce qu'elles s'en foutent, en fait, elles vendent toujours autant. Simplement, les gens se massent avant 18 heures pour aller faire les courses, mais elles vendent toujours autant. Elles qui se réjouissaient justement à chaque annonce de confinement, parce qu'à chaque annonce de confinement, ça fait exploser le chiffre d'affaires des grandes surfaces. Les gens vont faire des réserves d'un coup et ça faisait exploser le chiffre d'affaires. Alors ça, oui, on peut le faire. Bah, moi, c'est ce que j'essayais de faire aussi. Le patron de la petite sandwicherie dans le village d'à côté, moi voilà, je l'aime bien ce mec-là, je le connais bien, ses sandwichs sont bons et j'allais pratiquement tous les jours par soutien aussi, lui acheter des sandwichs, donc pendant pas mal de temps là, j'ai bouffé des sandwichs, mais bon, c'est comme ça et ça me permettait en même temps, bah, de manger des bons sandwichs et puis de le soutenir et il faut faire ça. Il faut aller voir les petits producteurs, les petits commerçants et continuer à les faire tourner au maximum parce que sinon ils vont disparaître. Il faut essayer de les faire survivre à ça. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais il faut essayer de les faire survivre à ça le maximum possible. Alors, il y a une autre question. Johnny Monsieur, je crois que quand tu poses la question, tu donnes la réponse derrière. Tu dis ignorer et transformer la nature comme une nouvelle, comme une nouvelle création, prendre la place du créateur. Bah oui, c'est cette caste, hein, cette caste qu'on ne va pas nommer, cette caste qu'on pourrait nommer de sataniste ou d'illuminati, qui veut devenir immortel à travers le transhumanisme et la recherche génétique. Oui, cette caste veut se prendre pour Dieu. Ils veulent contrôler les naissances, ils veulent contrôler la nature, la production de nourriture. Ils veulent contrôler l'énergie. Ils veulent tout contrôler sous tous les aspects, tout contrôler au point même de nous dire que homme-femme, ça n'existe plus. Mâle-femelle, ça n'existe plus. C'est une conception sociale de notre cerveau, quelque chose qu'on aurait socialement inventé. Pour eux, tout ça, ça n'existe plus. Donc oui, pardon. Ils sont en train d'essayer de prendre la place du créateur, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, là, je suis sur un petit passage du livre de Flora Moncorbier qui est assez intéressant et elle parle de l'humain zombie. Alors là, je trouve ça vraiment excellent parce que elle dit que le prolétaire moderne peut et doit contribuer activement au succès de l'utopie humaine dans lequel en fait il baigne tous les jours et que ce qui est intéressant c'est qu'il est prêt à se vouer corps et âme à sa propre zombification. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre où les gens en acceptant le port du masque pour eux et leurs enfants finalement acceptent leur propre zombification. Et surtout, ce qui est encore plus grave, c'est que quand on voit tous ces demi-visages, etc., dans l'espace public, on ne sait même pas à qui on a affaire finalement. Et donc, on retrouve quelque chose qui est intéressant aussi dans la notion que peut dénoncer Flora Moncorbier, c'est que c'est en fait, on oblige, si tu veux, l'homo soviéticus, là en l'occurrence c'est comment dire, vacatus, en tout cas, c'est ce qu'ils veulent en tout cas, eh bien, on lui fait toujours croire aveuglément à tout ce qu'on peut lui asséner est vrai, tu vois. Et donc, en fin de compte, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne remettent pas en cause ce que la Pravda. Tu vois. Il y a beaucoup de gens avec qui c'est parfait, c'est très très difficile et qui vous demandent de remonter le masque. Attention, il faut être prudent. Il y a le virus, il y a le variant, il y a le variant anglais, il y a le variant jamaïcain, il y a le variant africain, il y a le variant afghan. Faut arrêter quoi. Je veux dire, ça devient ubuesque quoi. C'est grotesque. Mais
Là où on voit que on est vraiment dans un système de type soviétique, finalement, c'est que il y a même pas de jugeote, il y a même plus de jugeote. C'est-à-dire que les Non, gens, finalement, des zombies. Des zombies, c'est ils sont exactement ça. totalement des humains zombifiés, complètement. Donc, Mais et celui, comment? tu l'as vu hier quand ils sont passés, il y avait hier il y avait un couple qui passait, qui marchait avec les bâtons. Et je voulais leur faire une blague. Je dis bonjour monsieur, bonjour monsieur. À 3 reprises, je dis bonjour monsieur. Le mec a continué à avancer tout droit. Il m'a ignoré, zombifié, tu vois. Il a certainement parce que j'avais pas de masque, mais il a continué, il a continué à tracer. Et puis ça, des expériences comme ça, on peut en faire régulièrement. Hein. On essaye de parler aux gens, de créer une prise de conscience. Non, à un moment, boum, il y a une sorte de dissonance cognitive, le regard vide. Vraiment, mais vide à un point, pratiquement on peut voir le crâne derrière, tellement que c'est vide à l'intérieur. Et des connexions totales. Ils veulent pas savoir, ça les intéresse pas. Ce qui est vrai, ce qui est la vérité est véhiculé par les médias. Tout le reste, ça n'existe pas. Ils veulent surtout pas en entendre parler. Le cerveau se déconnecte à partir du moment où on essaye de leur faire prendre conscience. Il y a Grain de Sable qui nous dit je viens de faire une vidéo sur les enfants transgenres. Bah ouais, on ira voir ça après, mais voilà, ça c'est un scandale aussi. Je veux dire, à la base, ce qu'ils sont en train de faire avec les enfants là, bah ouais, bah ils prennent la génération suivante, le formatage du cerveau de la génération suivante, ils le prennent dès la base là, c'est-à-dire bah, dès l'enfance. Dès l'enfance, ils sont en train d'habiller les petits garçons en petites filles, les petites filles en petits garçons. On leur dit petit garçon, tu es né, mais c'est pas grave, tu sais, enfin c'est pas grave, tu peux choisir. Ça veut dire que c'est pas inscrit. Si tu as envie d'être une fille demain, on en parlait justement, ceux qui veulent devenir Dieu. Si tu as envie de devenir une fille demain, la science peut faire de toi une fille. On peut transformer même complètement ton corps, te faire prendre des hormones pour que tu deviennes une fille. Et ça, c'est directement aux enfants qui s'attaquent à ça, c'est-à-dire des enfants qui n'ont qui qui normalement devraient vivre l'enfance qu'on a vécue. C'est-à-dire nous, on se découvre en tant que garçon, et en se découvrant en tant que garçon, on découvre qu'il y a les filles, on découvre les filles en tant que filles, les différences qu'il peut y avoir, aussi bien physiques qu'au niveau du caractère, tout ça, et on se construit autour de ça, on se construit autour de notre identité. Là, il y a une destruction de l'identité dès la base. Dès la base, avant même parce que la construction de l'identité, ensuite, justement, quand on arrive vers l'adolescence, donc ce passage, enfin l'adolescence aussi, c'est une invention, mais on pourrait dire ce passage, la puberté, ce passage de l'âge enfant à l'âge adulte, c'est là qu'arrive la sexualité qui découle justement des expériences qu'on a faites étant enfant en apprenant les différences qu'il peut y avoir entre hommes et femmes. Eh bien là, non. Avant même qu'ils aient une sexualité, avant même qu'ils arrivent à la puberté, avant même qu'ils puissent faire les expériences de ces différences pour ensuite évoluer vers l'âge adulte, on détruit tout ça dès la base. Ils détruisent tout ça dès la base. Ils mettent en pièces ça, je veux dire, l'enfant de demain, c'est un enfant sans repère, complètement déstabilisé, sans racines, sans identité. Voilà, c'est ça, un zombie, Bah, un c'est zombie un en terrain devenir. vierge et c'est un terrain vierge sur lequel tu peux réécrire tout et n'importe quoi. C'est parfait pour créer un homme nouveau. Donc on est vraiment dans la droite ligne du projet soviétique et on retrouve très exactement ça avec le mondialisme. Et alors justement là, je vais aborder un chapitre intéressant du livre de Florent Corbier, c'est l'écologisme de marché. Alors l'écologisme de marché, c'est quoi? Ah ben, on nous dit il faut sauver la Terre, il faut sauver la planète, mais de quelle Terre on parle? On parle de la planète ou on parle de la Terre nourricière? Parce que par exemple, un paysan qui aime sa terre, qui veut la cultiver et qui veut gagner sa vie en vendant des légumes et des produits fermiers dans un bon esprit, tout en offrant un service de qualité. Lui, on va l'empêcher de travailler. Pourtant, lui, il est proche de la terre. Par contre, les utopistes fanatisés écologiques qui veulent, par exemple, de manière drastique, avoir un contrôle des naissances, parce que ça, c'est dans l'écologie aussi, le contrôle des naissances, on est trop nombreux sur Terre, il faut absolument empêcher les gens de se reproduire, il faut équilibrer les balances du tiers-monde, etc., etc. Et puis derrière, bon, bah, il faut faire le tri des déchets. Et si on arrêtait de produire plus de déchets, et si on relocalisait l'économie, ça suffit. Donc en réalité, on voit bien qu'aujourd'hui, l'économie, elle est transnationale. Enfin,
ce qu'il en reste, elle est transnationale. C'est-à-dire, on fait venir des containers remplis de tout un tas de choses. On n'a pas spécialement besoin de manger des kiwis toute l'année ou des grenades. Hein, on n'a pas besoin vous voyez. Donc, on peut aussi manger des fruits de saison. Et les fruits de saison, ça oblige effectivement à relocaliser l'économie comment dire, le commerce des fruits. Voilà, l'économie des fruits, le commerce des fruits. Si on mange des poires quand c'est la saison des poires, on n'a pas besoin d'en avoir toute l'année, on n'a pas besoin de les faire venir du bout du monde ou de je ne sais où. Donc on voit bien que cette économie, elle va produire des déchets, effectivement, et elle va aggraver le phénomène de, de destruction de la nature, de la faune et de la flore. Et derrière ce système, on retrouvera toujours le communisme de marché et l'économie de marché. Et puis, ça sera beaucoup plus facile de tromper les individus en leur faisant adhérer à des causes complètement loufoques, où on fera des chansons pour sauver la planète, etc. Parce que les bons citoyens, bah, ils vont aller planter un arbre, ils feront le tri des déchets, ils vont acheter une voiture électrique. Mais tout ça, c'est pas de l'écologie. On est dans du communisme de marché encore. On n'est pas du tout dans de l'écologie. L'écologie, c'est drastiquement réduire ses besoins alimentaires et matériels, c'est d'arrêter de produire du déchet inutilement et de faire travailler l'économie locale. Ça, c'est écologique. Mais le reste, ça ne l'est pas. Quand BMW ou n'importe quelle marque de voiture vous sort un modèle tous les 6 mois de voiture, pour que celui qui a les moyens puisse se l'acheter, qu'est-ce qu'on fait des déchets? Qu'est-ce qu'on fait des vieux véhicules? Déjà, on n'arrive pas à recycler les pneus, on n'arrive pas à recycler les batteries, c'est pareil, ça produit des déchets. On retrouvait à l'époque, maintenant, c'est évidemment, ça se fait moins, et Dieu merci, c'est très très bien. Des fois, on retrouvait les batteries abandonnées dans les forêts ou au fond d'une rivière, les batteries de véhicules. Mais en réalité, plus on va produire des montagnes de déchets, et plus on va aller à notre fin aussi. Derrière, il y a aussi cette mécanique derrière le communisme de marché, qui est une logique en fait de captivité de l'individu, qui doit, soi-disant pour maintenir un système d'économie libérale, bah, doit toujours acheter, consommer, acheter, consommer, acheter, consommer, etc., etc. Et là, effectivement, comme l'économie aujourd'hui, bah, elle ne sert plus les mondialistes. Et ce qui les intéresse, c'est le transhumanisme et la génétique. Tu l'as rappelé tout à l'heure, Lou. Eh bien, il faut aller vers des scénarios complètement fous où on aurait besoin de nous, comment dire, de nous protéger d'un quelconque virus. Mais l'être humain a toujours été confronté aux maladies, aux virus, aux bactéries, aux microbes. Il s'en est Et on toujours est à peu près encore bien là. sorti. Et on est toujours là. Hein. Et Donc, c'est pas un vaccin qui va vous sauver d'un quelconque, en tout cas pas d'un coronavirus, puisque le coronavirus, vous l'avez vous-même dans vos intestins et dans vos selles. Donc je suis désolé, je ne vois pas l'objet, je ne vois pas l'intérêt d'aller, par exemple, à la vaccination. Mais vous avez des gens aujourd'hui qui vous disent, bah, je vais aller me faire vacciner parce que bah, j'en ai marre, je voudrais pouvoir voyager, reprendre ma vie d'avant, je suis une personne âgée, j'ai peur, voilà, je veux pas faire courir de risques à mes petits-enfants, je veux pas être dans l'isolement, etc., etc. Et vous avez des gens qui se résignent, qui vont se faire, qui vont se faire vacciner par résignation. ils se font plus, On en est là. ils vont même plus aller se faire. C'est ça. Là, on en arrive à un stade où les gens vont même plus aller se faire vacciner pour se protéger d'une maladie. Les gens vont aller se faire vacciner pour tenter de récupérer un petit peu de liberté. Donc, c'est devenu totalement aberrant, quoi. Le, je le dis souvent, la meilleure usine d'anticorps qui existe, c'est pas le vaccin, c'est le corps. C'est de tomber en contact avec le virus. On est malade, ça c'est le cycle naturel, hein. On tombe malade et puis on guérit. Et puis quand on guérit, c'est parce qu'on a développé les anticorps et puis ensuite on est protégé, on ne retombe plus malade. Et puis après, peut-être l'année d'après, l'année suivante, on peut choper un autre truc, un rhume, quelque chose, puis on tombe malade à nouveau et puis à nouveau on renforce son système immunitaire. Mais il faut rentrer en contact avec les choses, il faut rentrer en contact avec les virus, avec les bactéries pour renforcer son système immunitaire. Il faut absolument pas faire comment dire, de la protection préventive comme ça. Ça, c'est aberrant de penser de cette façon-là. Donc les gens ne se font plus vacciner parce qu'ils ont peur du virus. Les gens se font vacciner parce qu'ils en ont marre.
Ils veulent récupérer leur liberté. Les restaurateurs vont être pour le passeport vaccinal parce qu'ils en ont marre, le pass sanitaire, pardon, parce qu'ils en ont marre, ils veulent récupérer leurs clients, et c'est de cette façon-là qu'ils agissent. C'est par la contrainte, quelque part. Tout à fait, exactement. Alors, ce qui est intéressant avec le communisme de marché, et notamment on retrouve un passage dans le livre de Florent Maulcorbier, c'est évidemment l'avancée des biotechnologies. Les biotechnologies, bah, ça inclut évidemment non seulement le contrôle des semences et des graines. Donc, finalement, l'objectif, c'est quoi? D'aller vers des manipulations. On l'a vu, par exemple, avec les organismes génétiquement modifiés. On se rappelle du maïs qui défrayait la chronique, les tomates, enfin la plupart des légumes qu'on retrouve plus ou moins sur les étals des marchands sont, pour ainsi dire, des organismes génétiquement modifiés. Donc ça, on rentre véritablement dans cette science de ce qu'est la biotechnologie, c'est-à-dire rendre la graminée plus résistante à certains types de parasites. Donc ça veut dire une manipulation. Et on voit que maintenant, la manipulation génétique, elle va se faire sur quoi? Après les animaux, elle va se faire sur l'homme. Donc, c'est ce qu'a encouragé le communisme de marché, autrement dit le mondialisme, finalement, c'est ni plus ni moins que son pendant, et qu'on voit que euh, le- la recherche, c'est toujours le perfectionnement, soi-disant, mais en réalité, c'est la dénaturation, parce que la nature n'est pas spécialement parfaite. Si vous plantez un pommier, vous allez avoir sur l'arbre, quand il donnera des fruits, des pommes tout à fait inégales. Certains seront bien rondes et puis d'autres le seront un peu moins, d'autres seront peut-être plus ovales, d'autres auront l'air d'être plus écrasées, certaines seront attaquées par des parasites et pas d'autres. Dans la nature, il n'y a pas de calibrage. On voit bien qu'à partir du moment où on est rentré sur l'ère du calibrage, et ça, c'est l'Europe qui l'a imposé. On peut le voir sur les étals des marchands. Les fruits ont tous la même taille, ils ont tous la même gueule. Vous avez beau essayer de choisir, vous tombez toujours sur un fruit qui ressemble à celui que vous avez déjà mis dans votre cabas. Donc, vous pouvez chercher toujours à choisir, ça ne sert à rien puisqu'ils ont à peu près tous le même volume et ils se ressemblent tous à peu près. Donc ça, on voit déjà que le travail génétique sur la plante, bah, il est quand même relativement abouti, on le voit aujourd'hui, et que maintenant on est la phase ultime, c'est celle de l'homme. C'est comment on va créer euh, ce fameux homme nouveau. Est-ce qu'on va le faire par insémination artificielle? Est-ce qu'il sera conçu par la science à travers des éprouvettes? Quel va être, euh, comment dire, euh, est-ce qu'on va pouvoir reproduire un génome ou d'ailleurs c'est déjà le cas hein, au niveau de l'ADN, ils arrivent à fabriquer de l'ADN synthétique. Quel est l'intérêt, franchement, bon, honnêtement, aujourd'hui, de fabriquer de l'ADN synthétique? Quel en est réellement l'usage? Moi, j'aimerais qu'on m'explique, quoi. Donc, on nous dit que c'est une avancée de la biotechnologie, mais très honnêtement, moi, j'y vois quand même derrière tout un tas de projets de type Frankenstein, quoi, tu vois. C'est-à-dire, on va pouvoir Hmm. créer un monstre demain comme on veut parce que on est en mesure de créer des organes, de créer un être vivant totalement modifié et de faire ce qu'on veut, plus ou moins ce qu'on veut, d'ailleurs. Favorisons les petits producteurs et les fermiers de quartier, nous dit Silou. Oui, mais c'est une des seules choses qu'on peut faire actuellement, c'est ça. Quand on regarde la manière dont ça a évolué, c'est quand même, ça a quand même été extrêmement vicelard, hein. Au début, on avait justement comment dire, des épiciers, des petits épiciers, des maraîchers qui vendaient des légumes, tout ça, et les grandes surfaces en parallèle. Donc on avait le choix entre aller faire les courses sur le marché ou chez son épicier ou aller en grande surface. Et petit à petit, les grandes surfaces se sont dit mais faut qu'on les prenne sur leur propre terrain, les épiciers et les maraîchers, tout ça. Et ils nous ont créé tous les trucs avant. Donc il y avait le grand Carrefour, hein, et on avait nos commerces de proximité. Et ils nous ont créé tous les petits trucs, les Carrefour City, Carrefour Market. Voilà, c'est chose qui a fait que les petits épiciers, donc ça donnait de la proximité aux gens, de pas être obligé d'aller dans le grand Carrefour. Vous pouvez aller dans son Carrefour City à côté. Et ça a produit un phénomène, c'est qu'en fait, ces Carrefour City, ces Carrefour Market, ils bénéficient exactement des mêmes prix que les grands Carrefour, c'est-à-dire l'achat de groupe. Et donc, ensuite, on s'est retrouvé avec des magasins en centre-ville qui proposent des prix bas d'achat de groupe
à côté de petits épiciers qui, eux, forcément, ne bénéficient pas de ça, des achats groupés, donc qui, eux, se retrouvent avec des prix assez élevés. Et comment dire, bah, le pouvoir d'achat baissant de toute façon d'année en année, eh bien, au bout d'un moment, bah, les gens vont acheter là où c'est le moins cher et à proximité, et donc se retrouvent quand même à acheter à Carrefour. Et ça, ensuite, c'est la disparition du petit épicier. Et bien là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment aller chercher autour de chez soi, directement chez le producteur. Alors, c'est sûr, ça demande de se déplacer, ça demande de s'organiser, donc il faut prendre plus et il faut cuisiner surtout. Il faut se remettre à cuisiner. Il faut plus acheter ces plats tout faits là, ces plats tout cuisinés qui coûtent pas cher. Ça coûte encore moins cher que d'aller chercher ça coûte encore moins cher d'aller chercher directement chez les producteurs et de faire la cuisine soi-même. Donc, il faut arrêter de courir après le temps tout le temps. Je sais, pour les gens qui travaillent 7-8 heures par jour, c'est pas évident de faire ça. Mais il faut s'organiser pour peut-être aller le faire une fois par mois, aller chercher tous les ingrédients qu'il faut pour cuisiner pour le mois et ensuite faire la cuisine. Alors, on peut aussi se préparer les repas à l'avance et puis les garder. Voilà, il y a un tas de manières de faire pour à la fois que ce soit pas cher, ça fait survivre les petits producteurs et en parallèle, bah, ça torpille justement tous ces grands groupes qui sont en train de bénéficier de cette crise comme des dingues. Exactement, mais on voit bien que le communisme de marché, son objectif, c'est justement de globaliser et non pas de localiser. La localisation, c'est la liberté. Et à partir du moment où vous allez dans la ferme qui est à côté de chez vous, acheter des œufs ou des légumes à quelqu'un qui produit directement, bah, vous êtes quand même, vous avez une meilleure garantie sur le produit que vous achetez. Ça, c'est clair et net. Alors que le communisme de marché, lui, veut tout centraliser. D'ailleurs, il ne veut que créer des grandes centrales. C'est tout ce qu'ils veulent faire, en fait. Et l'objectif, c'est quoi au final? C'est est-ce que avec toutes les biotech qu'on est en train de développer, on ne peut pas nous aussi améliorer l'être humain? D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. On nous a dit que l'être humain, finalement, s'était amélioré, était plus résistant aux maladies et finalement pouvait vivre plus vieux grâce au progrès de l'alimentation et de la médecine. Mais je crois que c'est une foutaise quelque part, parce que en réalité, même si l'être humain, il vit soi-disant plus vieux, mais il vit dans quelles conditions? Il vit comment? Est-ce qu'on ne le bourre pas de médications chimiques? Est-ce qu'il est toujours en harmonie avec la nature? Ou est-ce qu'il est ou il est plutôt habitué à un environnement toxique et comme effectivement un petit peu les scorpions qui résistent aux radiations ou à des choses assez violentes, eh bien, il n'est pas quelque part déjà empoisonné. Parce que à partir du moment où on nous dit qu'on peut améliorer l'homme, et ça, c'est ce que nous dit le communisme de marché, hein, c'est le même discours évidemment que le mondialisme, eh bien, c'est que si on l'améliore, ça veut dire que l'homme est traficable. Mais quand vous écoutez les transhumanistes, qu'est-ce qu'ils vous disent? Des gens comme Ray Venters aussi, il s'appelle, ben, il vous dit que peut-être que demain, on pourra remplacer anatomiquement des parties du corps, et ça pourra peut-être aller jusqu'au cerveau. Et c'est des gens qui sont des transhumanistes et qui vous disent que demain, pourquoi pas, et pourquoi pas même congeler le cerveau de l'homme, enfin, ou le mettre comment dire, sous vide par le processus de la plastination, pour pouvoir demain, pourquoi pas, réactiver ce cerveau à l'aide d'une machine pour qu'on sache comment c'était à l'époque ou tout un tas de choses comme ça. C'est-à-dire télécharger la mémoire du cerveau et la mettre dans une clé USB. Ça, c'est le grand rêve des transhumanistes et puis retélécharger le contenu de cette clé USB dans un nouveau cerveau tout frais. Vous voyez, on a vu ça dans certains films. Je crois qu'il y avait un film avec... oh là là, c'est marrant, ça me fait penser à un film que j'ai vu d'ailleurs, et je suis sûr que certains l'ont vu dans le chat, où ce gars, c'est un noir en fait, et il est avec une fille blanche, et cette fille-là, elle l'emmène dans sa famille. Mais ils sont tous bizarres. La mère, c'est une psychanalyste. Enfin, ils sont tous bizarres. Et à la fin, on apprend qu'en fait, ils ont fait des expériences
avec les Noirs en fait et qu'ils ont, Ah ils ont. oui, 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 je m'en rappelle de ce film. Go Out, BHD nous dit dans le chat, je sais plus si c'est ça le titre, mais ouais, ouais, je me rappelle de ce film en fait où au début il a l'impression d'être chez des racistes, tout ça. C'est ça. Il, Oui, le- parce qu'il il le félicite parce qu'il est noir. Get Out, ouais, Get Out, voilà. Et ouais, il le félicite parce qu'il est noir, mais en fait, il se fait hypnotiser même, c'est ça, pendant C'est toute ça, une c'est partie ça. du Bah, film, c'est il est. une pure séance de MK, hein. Hmm. Et à la fin, carrément, ce qu'ils veulent, c'est transférer leur esprit à l'intérieur de son corps à lui, quoi. Ah, exactement. Eh ben, c'est exactement c'est exact. Alors là, pour le coup, on est réellement dans quelque chose dont rêvent les transhumanistes, c'est pouvoir retransférer leur propre cerveau dans un corps plus jeune avec un nouveau cerveau. Ça correspond à une réalité qui est tout à fait, celle d'aujourd'hui. Et ils sont en train actuellement hein, de travailler sur un cerveau quantique liquide. Alors je me rappelle plus exactement si c'est ça les termes, mais en tout cas ils sont en train de travailler sur un cerveau quantique qui serait aussi performant en termes de synapses, de points de liaison entre les neurones, en termes de rapidité de traitement que le cerveau humain. Alors pourquoi toujours vouloir systématiquement se rapprocher au maximum du cerveau humain? Je crois que ça a à voir avec ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire créer un cerveau, c'est bien, mais ensuite, bah, va falloir mettre une conscience dedans. Et Bah, l'objectif, c'est pareil, c'est de se vas-y, vas-y. perpétrer. Ouais, c'est L'objectif, ça, c'est de se perpétrer, c'est de ne jamais mourir. c'est ça. C'est de faire reculer la mort. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, il dit, il a un livre qui s'appelle La mort de la mort. C'est-à-dire, il Exact. faut tuer la mort, quoi. On a vraiment affaire à des fêlés de premier niveau, quoi. Je veux dire, et toute l'aventure que nous sommes en train de vivre avec le Covidisme aujourd'hui, c'est plus ou moins, comment dire, une étape vers le projet de ces gens-là. Donc, on est dans de l'expérimentation génétique avec cette vaccination de masse sur les groupes humains, partout d'ailleurs, et je l'avais déjà dit d'ailleurs, il me semble, je crois que c'est dans un live chez toi, Lou, je crois, il me semble. Non, c'était sur le service libre d'ailleurs. On remarque que si tu veux, la tranche d'âge des personnes qui vont à la vaccination, c'est plutôt la tranche d'âge des personnes on va dire, de plus de 65 ans. Ça, Hmm. c'est, ça, c'est en France. Par contre, en Indonésie, le groupe cible pour la vaccination de masse, c'est les 18-25. Donc, on voit bien que en réalité, les groupes cibles correspondent à des réalités démographiques qui sont en vigueur dans les pays en question. Parce qu'en Indonésie, évidemment, la population la plus nombreuse, c'est les 18-25. Alors que chez nous, en France, bah, les seniors, ils représentent quand même, sur le plan démographique, comment dire, une très grosse partie de la population. Je trouve ça quand même assez intéressant de faire ce comparatif, puisque finalement, euh, le virus, normalement, on nous a dit que quand on était jeune, bon, on était moins à risque, hein, alors qu'en Indonésie, c'est tout le contraire. Voilà, c'est les prioritaires, ce sont les jeunes. Voilà. Il Donc y on a voit Ber- bien qu'on est dans. Vas-y, je te laisse finir, excuse-moi. Oui, je dis, on voit bien qu'en réalité, derrière, il y a un plan global derrière tout ça. En réalité, il n'y a aucune excuse sanitaire, il n'y a pas de justification sanitaire, il y a véritablement la mise en place d'une planification à visage sanitaire, pseudo-sanitaire, alors qu'en réalité, l'objectif, c'est toujours, bah, je suis désolé, la dépopulation. Je suis désolé. Alors, il y a Bergame ASB qui dit Lou, pourquoi on ne peut pas s'arranger avec des fermiers, travailler le week-end avec eux et s'arranger d'être payé avec des fruits et légumes, faire du troc? Oui, oui, bien sûr, évidemment qu'il y a il y a cette possibilité. Faut pas hésiter à aller les voir et à leur faire des propositions. Ouais, dans le sud de Paris, dans la banlieue sud de Paris, en Essonne, il y a une ferme qui s'appelle la ferme de Villepin, en fait, et là-bas, tu viens et comment dire, tu rentres directement dans les champs et tu pars cueillir directement tes tomates, tes fruits et légumes de saison. Tu remplis ton petit panier
et tu payes à la sortie. Et tu payes ça beaucoup moins cher parce que ça leur enlève la main-d'œuvre. Ça leur enlève toute la main-d'œuvre de la cueillette. Donc les gens s'y rendent, cueillent eux-mêmes et puis payent à la sortie. Donc il y a un tas de possibilités comme ça et croyez-moi, les petits producteurs vous accueilleront à bras ouverts. Si vous avez une proposition à leur faire ou en tout cas s'ils peuvent vous arranger, ils vous arrangeront toujours au maximum parce que même si, même s'ils vous vendent moins cher, ils vous vendent de toute façon plus cher que ce qu'ils vendraient s'ils vendaient en gros, aux grandes surfaces qui elles, leur achètent à des prix, voilà complètement dérisoires quoi. C'est limite le coût de la production. Donc oui, oui, il faut le faire et en fait, ce qui se passe, c'est que les grandes surfaces leur achètent le coût de la production et après nous le revendent hyper cher au passage à nous et s'enrichissent sur ça. Et alors qu'aller acheter, un tout petit peu plus cher, enfin moins cher qu'à la grande surface, mais un peu plus cher que ce qu'eux leur achètent directement aux producteurs, bah, ça permet de comment dire? De neutraliser un intermédiaire parce qu'en business, hein, ce qui coûte de l'argent, c'est les intermédiaires. Plus on neutralise des intermédiaires et plus on va vers la source et moins on paye cher et plus on a un produit, évidemment de qualité. Donc oui, il faut absolument le faire. Et puis pour continuer un petit peu toujours dans l'esprit communiste de marché, l'objectif du communisme, c'était l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais quelque part, avec le covidisme, on est encore dans l'exploitation de l'homme, encore. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de vous extraire quelque chose, de tenir quelque chose. On le voit avec les tests antigéniques ou PCR. Ne me dites pas on a besoin tester, de nous tester aussi profond dans la cloison nasale pour aller chercher un virus. C'est faux. Alors, bien sûr, il y a des gens qui parlent de prélèvement ADN. J'aurais tendance effectivement à privilégier cette piste. Pourquoi faire? Pourquoi prélever de l'ADN si ce n'est pas, entre guillemets, peut-être pour étudier un peu plus en profondeur les résistances génomiques liées à l'ADN? Moi, je vois pas trop l'intérêt d'aller enfoncer une tige aussi profond pour finalement dire qu'on est malade, pas malade, positif, pas positif. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, on voit bien les mensonges aujourd'hui, puisque quand ils vous disent que l'épidémie remonte, ils vous parlent de cas positifs. Mais cas positif ne veut strictement rien dire. Donc là encore, on est dans une pure manipulation, mais c'est comme sous le communisme, hein, finalement. Le covidisme et le communisme, ou le covido-communisme, finalement, c'est une nouvelle doctrine, mais on retrouve à peu près les mêmes codes que sous l'Union soviétique, sous les paradis communistes, qui n'en sont pas d'ailleurs, qui sont plus des enfers parce qu'il y a des goulags, et puis il y a des purges et des éliminations. D'ailleurs, on le voit justement sous le covido-communisme. On voit des gens comme Hervé Ryssen en prison, Lee Vernet en prison. Maintenant, c'est Martial Lanoir dont on dit qu'il a été perquisitionné. Et Dieudonné, évidemment, toujours autant persécuté qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage. Et on voit bien comme ça, dès qu'on est un peu dissident ou esprit libre et qu'on dérange un peu la Pravda, eh bien, automatiquement, et les apparatchiks, bah, automatiquement, vous envoie la Tchéka, la police soviétique. Et c'est très exactement ce qui se passe avec le régime communiste où on emprisonnait les poètes et les écrivains. Et là, c'est exactement la même chose. Les gens qui pensent librement, qui écrivent, eh ben aujourd'hui, sont emprisonnés. On est véritablement dans un communisme qui, aujourd'hui, ne dit pas son nom, avec Macron, le Fabien. Mmh. Hervé Ryssen, ouais, qui est en prison aussi, Johan Livernet, voilà, du délit d'opinion aujourd'hui en France. Hein. Bon, alors à chaque fois ils essayent de faire des procès en expliquant que non non c'est pour autre chose, non c'est pour ça qu'ils sont en tôle. On va pas nous dire Johan Livernet il est en tôle parce qu'il a frappé sa femme. Ça c'est des histoires. Il est en tôle parce qu'il a écrit. Euh, pareil pour euh, Exactement. pareil pour comment il s'appelle ah je viens de le citer c'est dingue cette coup de mémoire. Euh, Bah, il y a Soral aussi. Ouais, Soral qui a été obligé de s'exiler, bah, qui a été condamné lui pour des caricatures, hein. Là où Bah, il y a là, Soral et puis il y a aussi Vincent Renoir aussi. Enfin, bon, bref. là Et où puis on nous encense Charlie Hebdo, parce que faire des caricatures, c'est le symbole de la liberté d'expression. Quand c'est d'autres gens qui font des caricatures, ils se retrouvent condamnés. Donc ça, voilà, c'est la plupart des gens ne le savent pas, mais oui, en France, il y a évidemment Hervé Ryssen, merci. Évidemment, il y a des gens qui en France sont incarcérés pour délit d'opinion. Il y a des gens qui sont aussi obligés de s'exiler pour ne pas aller en prison,
pour avoir publié des Ah, caricatures. c'est le Ce cas, symbole de la c'est le cas liberté de Vincent d'expression. Renoir et de Stéphane Blay. Ouais, Stéphane Blay qui est en Turquie, ouais. Il nous reste un quart d'heure, Maximus, si tu veux rajouter quelque chose enfin, il nous reste 10 minutes, quoi, après, parce qu'il y a à la fin, on laisse 5 petites minutes de battement pour que j'ai le temps d'annoncer les prochains directs et de mettre le petit générique. Donc, il nous reste Bah, 10 minutes. bah, finalement, on s'aperçoit que finalement, leurs idéologies, quelque part, elles ont été triomphantes, que ce soit le communisme, le covidisme, l'économie de marché, etc. On voit bien que la zombification franchement, surtout dans les pays européens, marche très très bien parce que c'est une population qui est beaucoup plus âgée et qui vit plus dans le luxe et dans le confort. Donc, elle aura moins tendance à vouloir se battre. Pourquoi? Parce que bah, elle aura quelque chose à perdre. Donc, elle risquera moins. Alors que des populations, on va dire, beaucoup plus jeunes et beaucoup plus pauvres auront surtout auront peut-être plus envie de liberté que le bloc euro-atlantique qui est vieillissant. Alors ça, on peut déjà poser les bases. Est-ce que le covido-communisme ou le communisme de marché est une barbarie? Ben, clairement oui. Ben, clairement oui. C'est une barbarie. Incontestablement, on le voit avec le traitement qui est fait sur les enfants. Il est absolument anormal que les enfants portent des masques. C'est une anomalie. On sait déjà que le masque, même pour un adulte en intérieur comme en extérieur, c'est une escroquerie. Donc là, on fait la promotion d'un mensonge et on démoralise évidemment les enfants et les plus jeunes. Hein, je rappelle le taux de suicide des jeunes, c'est une augmentation de 21%. Et on a gagné un million de pauvres depuis cette histoire de Corona Circus. Donc il y a une volonté manifeste de nuire. Je crois que là, c'est l'affaire est entendue. Hein. Il est évident que aujourd'hui, les voix discordantes, bah, très honnêtement, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais elles sont peu nombreuses. Sur le plan officiel, on a Florian Philippot, Francis Lalanne. On aurait pu être mieux pourvu, mais c'est ça qu'on a. Donc, sinon, tout le reste se tait hein, aujourd'hui. Les autres, on les entend pas. Alors, ils ont ressorti Pierre Perret du tiroir parce que Monsieur Pierre Perret, il a des chansons à vendre, donc automatiquement, il a aussi un livre sur sa grand-mère qui est en préparation. Donc là, on le revoit un petit peu sur les antennes de télé pour protester contre le confinement avec une chanson rigolote. Voilà, c'est ça aujourd'hui, comment dire, les voix discordantes. Hein. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Donc la situation est critique. Elle est grave, j'ai même envie de dire, elle est même, elle pourrait être désespérante, mais j'arrive pas à me résigner au désespoir. Je crois qu'il y a quand même des voix qui montrent que certaines choses sont possibles. Alors certes, on n'est pas majoritaire, on est minoritaire encore, à se rendre compte de la supercherie et d'avoir envie de se battre contre. Mais le gros du troupeau, lui, ne l'entend pas de cette oreille et il a bien l'intention d'aller au bout de la logique et au bout du mensonge, c'est-à-dire faire rentrer le mensonge bah, dans son propre corps. Hein. C'est-à-dire que à la base, le mensonge, vous le portiez sur votre bouche, hein, vous deviez le supporter en étant enfermé chez vous, et ben maintenant, on va vous l'introduire dans votre corps. Voilà, c'est le stade final. Et certains même ont déjà fait le deuxième rappel et sont très contents de l'avoir fait. J'ai rencontré un pépé tout à l'heure sur un vélo. Je lui dis alors bientôt le vaccin. Il me dit ouais, bah moi j'ai fait le deuxième rappel il y a quelques jours. Bon bah il était content de lui. Donc qu'est-ce que vous voulez? Le monde va se diviser en deux. Il va devenir de plus en plus binaire. Il y a les gens qui vont accepter tout ça et puis il y aura les autres. Alors je sais pas comment ça va se terminer parce que quand on est dissident, bah, il faut qu'on soit quand même un gros groupe pour qu'on puisse être en état de négocier certaines choses. Mais si on est vraiment 10, 15%, 20%, ça va être compliqué de résister, quoi. Enfin, je sais pas comment sera fait l'avenir, Bah, mais c'est pour ça que je propose toutes ces petites actions, puisqu'on n'arrive pas à résister en masse, résister à petite échelle, hein, on peut encore le faire, ça, et il faut le faire. Faut pas laisser tomber, faut pas lâcher l'affaire.
Il faut absolument le faire. C'est bien que tu aies parlé d'écologie et de l'arnaque écologique parce qu'on va parler de ça vendredi soir justement avec Marilyn on parlera de l'agenda 2030 et de toute cette arnaque écologique qui est en train d'être mise en place au nom de la sauvegarde de la planète, blablabla. Et, euh, et demain soir, tu parlais justement là comment dire, des opinions autorisées, on va dire de la résistance, une forme de résistance autorisée, c'est de faire une petite chanson sympathique dans les médias, par exemple. Ça, voilà, ça c'est autorisé parce que c'est pas dangereux. Et derrière ça, il y a ce qu'on appelle justement l'opinion contrôlée, en tout cas l'opposition contrôlée, pardon. Et demain soir avec Monsieur K, jeudi soir, pardon, jeudi soir avec Monsieur K, justement, il y aura Youssef Indy qui sera là et on parlera d'Éric Zemmour qui est une forme d'opposition contrôlée. Donc déjà, c'est bien, là, avec le direct d'aujourd'hui, avec le conseil de lecture, vous étiez pratiquement 800 à suivre le conseil de lecture aujourd'hui, parce que vous étiez 500 sur YouTube, là, on était tout à l'heure pratiquement 500 sur YouTube et 300 sur des lives. Donc c'est bien, ça prend en ampleur, c'est une bonne chose. Et ben ça fait le lien justement. Là toute la semaine, on va en parler de ça, du lien avec cette forme de communisme qui nous est imposée, la propagande que font les médias, l'opposition contrôlée, donc l'opposition admise, acceptée, celle qui n'est pas dangereuse, et cette arnaque qui nous arrive dessus là avec bientôt avec bientôt cet agenda 2030 qui est en train d'être mis en place. Oui, Alex, c'est Marilyn qui était présente dans l'info en question. Maintenant, elle a rejoint l'équipe. Elle est sur cette chaîne à présent. Elle passera une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Louis-Marie, Youssef Indy, c'est jeudi de 20h à 21h. Voilà. Maximus, un dernier mot parce que là, ça y est, on arrive à la Ça fin y est, on a de ce épuisé direct. le quota. Et ben écoute, le mot, ça va être, je vais simplement saluer les Louis-Marie, Grain de Sable évidemment, Alex Guy FK, ça ce petit jeu de mots. Le Grizzly, qui d'autre? Sayahuasca, Monsieur Tout le Monde. Bon, je salue tout le monde quoi. Voilà. Alors ce livre effectivement, alors il est pas tout frais, hein, il n'a pas été écrit hier, évidemment, il date un peu. Je vais vous donner l'année de parution, vous allez voir. Il date des années 2000, mais honnêtement, je l'ai un petit peu refeuilleté hier. Je me suis un petit peu remémoré certains passages, les ai relus, etc. Il est quand même vachement instructif parce que euh, il y a vraiment quand même des choses qui sont intéressantes dans ce livre. Et même si elle parle énormément de communisme au sens soviétique et capitalistique, on va dire, eh bien, malgré tout, elle fait un boulot quand même d'abord remarquable parce que elle va au-delà, mais on voit la société qui va se projeter pour l'avenir et on voit qu'on va pas être dans quelque chose de sain. Elle parle de l'écologie, évidemment, l'écologisme de marché qui est devenu un business d'ailleurs. Ils vous parlent d'économie verte sans aucun complexe, hein, d'ailleurs. Ils vous disent, quand on me parle d'électricité verte, j'aimerais bien savoir de quoi on parle, quoi. Quel moment l'électricité, elle est bio. Enfin, je veux dire, ils s'inventent même des Euh, concepts et des mots qui finalement, sont, quand on se pose et qu'on réfléchit bien, en fait, au sens que ça a, on voit que c'est totalement absurde. Et électricité verte. Non mais oui. c'est fou, quoi. Ouais, mais c'est le gros problème aujourd'hui, c'est que déjà on n'a pas tous la même définition, on n'a pas tous les mêmes concepts qu'il y a derrière certains mots, et en plus, voilà, on peut rejoindre 1984, quoi. C'est de la novlangue, c'est de la novlangue totale. De électricité verte, écologisme, je sais plus quoi, écologisme participatif ou des trucs comme ça. C'est des Réchauffement trucs qui, climatique. ouais, des trucs Réchauffement climatique. réchauffement climatique. Tu réfléchis, il faut lutter contre le réchauffement climatique. Mais pourquoi pas combattre la pluie qui tombe aussi, tant qu'on y est. Tu vois, il y a tout un tas de trucs comme ça qui sont, mais d'une absurdité absolument monumentale, quoi.
Alors, je vais répondre à Kanji rapidement. Kanji, tu dis l'opposition contrôlée, c'est les LGBT, pas Zemmour. Alors, je t'invite vraiment à regarder le direct de jeudi soir de 20h à 21h et ensuite à te procurer le livre de Youssef Indy, L'autre Zemmour, chez Contre-Culture. Et tu verras que Zemmour, c'est pas pour la France qu'il lutte. Zemmour, il lutte pour toute autre chose que pour la France. Hein, c'est réel. Il fait croire qu'il lutte pour la France. Son opinion, euh, entre guillemets, dite dissidente est acceptée dans les médias. Donc ça, déjà, ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Et même s'il dit des trucs que tu aimes entendre, dis-toi que rien de ce qu'il dit ne sera mis en œuvre. Ou si c'est mis en œuvre, ce sera pas dans l'intérêt de la France. Donc vraiment, je t'invite à regarder le direct qui aura lieu jeudi soir de 20h à 21h avec Youssef Indy pour que tu vois que Éric Zemmour n'est pas celui que l'on voit dans les médias. Bah voilà, on est à la fin. Maximus, bah, je te laisse dire au revoir aux gens et puis après j'envoie le générique. Bah écoutez, salutations à tout le monde et puis on se retrouvera peut-être sur un direct ce week-end. Et j'espère que sur le plan technique, j'aurai moins de problèmes. Et je vais répondre à Annie rapidement. Annie, je n'encense pas le régime nazi d'ailleurs, je voulais juste te le dire. Et que tu peux mettre un pouce même si je critique les nazis. Et j'ai bien dit une chose la dernière fois je crois que sur ce dernier conseil de lecture, c'est que Hitler était le fils des globalistes. D'accord? Donc, il y a un moment donné, il faut regarder les choses telles qu'elles sont dans les coulisses de l'histoire et non pas telles qu'on nous les a présentées ou telles qu'on peut les lire parfois dans des publications qui peuvent faire l'apologie d'un régime qui peut être discutable sur bien des points, qui peut peut-être avoir peut-être certains intérêts sur le plan du développement économique de l'Allemagne, mais personnellement, je suis désolé, le régime nazi, c'est pas quelque chose qui me fait rêver, et quand je traite les mondialistes de nazis, c'est pour justement rappeler en fait qu'ils sont dans la même continuité épuratrice. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Et je Bah, terminerai là-dessus, et que Dieu vous garde. merci Maximus. Bah on s'appelle et puis de toute façon entre-temps, bah il y a Sayawaska qui a partagé le lien vers la chaîne de Maximus si vous voulez voir justement les directs qu'il fait le week-end sur le terrain en manifestation, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Bah, je te remercie Maximus et puis je te souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre conseil de lecture. Ça marche. Euh, Merci à tout le monde. merci et bonne journée. Salut tout le monde. Que Dieu vous garde. Ciao. Et quant à nous, bah, on se retrouve, bah, comme je vous l'ai dit, jeudi soir de 20h à 21h avec Youssef Indy pour parler de son livre L'autre Zemmour. Moi, moche et méchant. Il y avait le jeu de mots la dernière fois dans le chat, c'était cool. Et sinon, vendredi avec Marilyn et samedi pour le journal ou peut-être en compagnie de Jim et de Jonathan d'Exoportail. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Essayez de vous rapprocher des producteurs. Faites des réserves au passage, des réserves de bouffe évidemment, et de tout d'ailleurs. Et voilà, on se retrouve jeudi soir. Allez, bonne soirée à tous. Bonne fin d'après-midi à tous, pardon. Et, euh, et voilà, gros bisous. Allez, ciao.
Shoshana!